permettez les systèmes actuels, les systèmes Pléiades, qui font déjà de l'observation de précision et de haute résolution, de continuer donc dans cette lignée, mais également d'acquérir des vidéos centrées sur un objet d'intérêt, fixe ou mobile. Donc du coup, notre approche de système de commande va plus se placer dans un cas où on va considérer un système de guidage d'attitude en boucle fermée, en s'aidant donc d'un capteur puissant tel une caméra, pour mettre à jour en fait une commande qui sera du coup une commande visuelle qui mettra à jour l'attitude désirée en fonction de la mission qu'on souhaite accomplir. Donc ça, ce genre de système va nous permettre d'offrir une commande plus robuste, plus flexible, mais également rendre possible des missions plus complexes. Et donc, cette commande visuelle, on se propose de la concevoir avec de l'asservissement visuel. L'asservissement visuel, c'est une approche de commande basée vision qui vise à minimiser l'erreur entre ce qu'on voit et ce qu'on veut voir. Alors, ce qu'on voit, ça va être classiquement un indice visuel, et ce qu'on veut voir, ça va être la valeur définie de ces indices visuels. Les indices visuels, ils peuvent être obtenus directement à partir de l'image, et dans ce cas précis, on se placera donc dans un asservissement visuel basé image ou Image-Based Visual Servoing. On peut ensuite relier la variation de l'erreur visuelle avec la vitesse relative entre la caméra et l'objet, grâce à une matrice d'interaction qu'on ne voit pas trop ici, que l'on résout classiquement ensuite en spécifiant une décroissance exponentielle de l'erreur et puis par pseudo inverse, ce qui nous permet d'obtenir ici un contrôleur en vitesse. Si je montre ce que ça donne, on peut voir que ce que je veux voir, c'est les 4 points bleus, et c'est les 4 points rouges, excusez-moi, et ce que je vois, c'est les 4 points bleus. Et l'idée, c'est d'avoir la trajectoire de la caméra qui va permettre d'aligner ces points bleus sur ces points rouges. Donc notre approche, c'est d'effectuer un asservissement visuel basé image, mais cette fois pour contrôler l'attitude du satellite. Donc on imagine que le satellite va passer à un moment donné au-dessus d'une scène d'intérêt et observer un objet dans cette scène. On va ensuite spécifier la position de cet objet dans notre image, concevoir donc une loi d'asservissement visuel basée image qui prendra en compte les compensations des mouvements externes qui sont, je le rappelle, très importants en orbite basse. Ce qui nous donnera du coup une vitesse en sortie de commande, vitesse qui sera saturée par un algorithme si jamais elle est supérieure à certaines contraintes, on en parlera plus tard, et ensuite ira dans le contrôleur bas niveau qui correspond au système de contrôle d'attitude. Notre satellite aura ensuite son attitude mise à jour et finira par centrer l'objet d'intérêt dans le plan image de la caméra. C'est ce qu'on va présenter durant cette thèse. Mais avant tout, au niveau de l'état de l'art sur ce sujet, il y a déjà eu des travaux qui ont été faits par Clancard et plus récemment par Donner sur une tâche d'asservissement visuel pour maintenir le champ de vue de la caméra sur une zone d'intérêt. Donc ils obtiennent des précisions au pixel, des résultats plutôt convaincants. Si on devait se positionner vis-à-vis de leurs travaux, on pourrait dire qu'en plus du maintien en translation et en orientation qu'ils proposent, on propose également une tâche de centrage et surtout un respect des contraintes du satellite qui pourrait être à la fois mécanique, mais on le verra plus tard, d'un tout autre genre. Leur indice visuel, un centre de gravité, une orientation générale. Les nôtres seront assez similaires, mais on se propose de les relever avec un traitement d'image différent. Enfin, ils considèrent une focalisation fixe avec une commande en couple, là où on considère qu'on pourra observer des objets fixes ou mobiles, avec une commande en vitesse qui, je le rappelle, prendra en compte les compensations des mouvements externes. Ce qui nous donne donc les objectifs de cette thèse. Proposer un mode rapide permettant de se réorienter vers un lieu d'intérêt défini visuellement, maintenir cette focalisation en prenant en compte les vitesses orbitales du satellite, suivre les objets mobiles qui pourraient avoir une vitesse plus ou moins forte, et enfin respecter les contraintes mécaniques du satellite. C'est ce qu'on se propose de présenter dans une première partie, et dans une seconde partie, un dernier objectif, acquérir une image de bonne qualité dans n'importe quel mode, c'est-à-dire l'intégralité des modes présentés avant. Alors, donc dans une première partie, l'asservissement visuel d'un satellite d'observation. Donc pour effectuer un tel asservissement, il faut d'abord s'interroger sur le modèle que l'on va considérer. Nous, on propose dans un premier temps un modèle cinématique. Notre satellite, il est situé sur une orbite héliosynchrone circulaire de 500 km.
Il possède une dynamique au niveau de son contrôleur, au niveau de ses vitesses angulaires, excusez-moi, qui sera dans un tout premier temps considéré comme un intégrateur et sera amélioré grâce à un modèle Airbus, le modèle qui correspond d'ailleurs au système Pléiade. Ce satellite possède des contraintes en vitesse et en accélération. Et enfin, il possède une caméra avec un modèle sténopé fixé à ce satellite avec une fréquence de 5 Hz et une résolution qui pourra aller jusqu'à 50 cm au sol. Si je veux effectuer un asservissement visuel d'un tel système, ça revient en fait à faire un asservissement visuel sous vitesse externe. Et je vais l'expliquer. On souhaite toujours minimiser une fonction d'erreur E spécifiée comme étant S moins S étoile avec S le vecteur d'indice visuel. Sauf que notre satellite commandable en rotation uniquement, la commande qu'on propose pour résoudre ce système en vitesse angulaire va être définie selon la variation de l'erreur que vous voyez à gauche, avec deux termes importants, donc l'influence de la vitesse de rotation du satellite et delta E sur delta T, qui est un terme qui correspond à la variation de l'erreur due au mouvement externe à la caméra. Dans cette variation d'erreur, je vais pouvoir identifier des termes connus et des termes qui ne le sont pas. Des termes connus, la vitesse orbitale du satellite, la vitesse radiale de la Terre, mais également donc une variation due à la vitesse propre de l'objet qui est du coup a priori inconnue. Une commande classique pour résoudre ce genre de système, c'est de considérer encore une fois la pseudo-inverse de la matrice d'interaction avec une décroissance exponentielle de l'erreur, mais dans ce cas précis, il faudra également rajouter un terme qui dépend de la compensation des mouvements externes. Si jamais ces termes-là sont bien estimés, c'est-à-dire si mon estimation des mouvements externes et mon estimation des matrices d'interaction est bien effectuée, je devrais observer une trajectoire en ligne droite dans mon plan image pour ma tâche de centrage. Ce qui nous reste à faire donc, c'est de définir nos indices visuels adaptés, estimer ces matrices d'interaction et enfin estimer les compensations de mouvement. Donc pour les indices visuels, il faut se rappeler nos objectifs, c'est-à-dire commander les 3 degrés de liberté pour centrer un objet d'intérêt dans le plan image de la caméra, mais également potentiellement orienter l'image dans un sens spécifique, ce qui nous donne du coup le besoin d'au moins 3 indices visuels. Le premier, classique, un point XY appartenant à la cible, et X étoile, Y étoile, sa position désirée dans l'image. Donc si typiquement on souhaite une tâche de centrage, X étoile, Y étoile sera du coup le centre de l'image. Donc ça nous donne une tâche de centrage. Et enfin, une tâche d'orientation spécifiée avec une orientation courante entre un segment défini arbitrairement dans mon image et l'horizontale de mon image, ce qui me donne donc un dernier indice visuel et définissant ma tâche d'orientation. Ça va me permettre d'exprimer mon erreur visuelle, qui est ici en 3 degrés, et sa matrice d'interaction relative en 3 degrés de liberté en rotation, qui est donc maintenant bien connue dans la littérature et qui est celle-ci. Et ce qui est intéressant avec cette matrice, c'est qu'on remarque qu'elle n'est composée que de paramètres qui sont mesurables directement dans l'image. On peut également proposer cette matrice, ce système, excusez-moi, avec un mode pan tilt où je vais supprimer la tâche d'orientation et uniquement considérer un asservissement sur l'axe X et Y de mon satellite, donc mon axe de roulis et de tangage. Et donc la matrice d'interaction associée sera maintenant L oméga XY, qui est une matrice carrée de 2. Donc ça pour les indices visuels. Ensuite, on s'intéresse aux compensations de mouvement. Donc les compensations de mouvement, on propose dans un premier temps de partir du modèle orbital pour les déterminer. C'est-à-dire que si je connais le modèle cinématique de mon satellite et si je connais les paramètres orbitaux de ce satellite, et je suppose que c'est le cas, je peux définir sa trajectoire, sa position en fonction du temps très précisément. Je propose donc, avec cette position en fonction du temps, de la dériver dans le plan inertiel et ensuite de l'exprimer dans le repère caméra avec un matrice de changement de repère qui est, encore une fois, bien déterminée dans ce cas présent. Pour la vitesse radiale de la Terre, je suppose connaître dans un premier temps les coordonnées longitudinales de l'objet que je souhaite observer et je vais ensuite les projeter dans le plan inertiel en supposant que ma Terre a une forme parfaitement sphérique.
Et je propose ensuite de l'exprimer encore une fois dans le repère caméra grâce à une autre matrice de changement de repère. La matrice d'interaction relative à ces translations, c'est la suivante. Et dans celle-ci, en plus des paramètres mesurables dans l'image, j'observe des paramètres 3D, Z et D, que je propose de déterminer assez précisément grâce, encore une fois, à ce modèle orbital. Je peux proposer également un mode pan-tilt de cette approche en ne considérant pas du coup la dernière ligne de la matrice d'interaction. Enfin, le dernier terme qui compose la variation de l'erreur visuelle, relative donc à la vitesse propre, on va se rendre compte que dans nos asservissements, ça va provoquer ce qu'on appelle une erreur de traînage. Et pour du coup résoudre cette erreur de traînage, pour la compenser, on propose d'implémenter un intégrateur visuel dans notre loi de commande. On propose ensuite une série d'améliorations vis-à-vis de l'approche vis-à-vis du contrôleur classique qui était présenté au début. Dans un premier temps, un gain adaptatif, à la fois pour le gain proportionnel et pour le gain intégral. Pourquoi ? Parce que ça nous permet, lorsque l'erreur est forte, d'éviter les gros pics de vitesse ou d'accélération, et que lorsque l'erreur est faible, d'améliorer le temps de convergence. On souhaite aussi effectuer une prédiction de la matrice d'interaction en translation, car on montrera que ça nous permettra en fait de compenser bien plus précisément les mouvements externes. Enfin, on propose une gestion des contraintes de notre satellite, dans un premier temps en découplant l'axe du lacet, c'est-à-dire en faisant en sorte que l'axe du lacet soit réglé avec un gain proportionnel plus faible, en respect du coup à ces contraintes à la fois en vitesse et en accélération qui sont découplées selon l'axe Z et également plus faibles comme on peut le voir ici. Ensuite, on propose un algorithme de saturation de la commande en vitesse si jamais sur chacun des axes ma vitesse ou mon accélération franchit les contraintes. Cet algorithme, il va avoir une spécificité, c'est qu'on va considérer encore une fois un découplage de l'axe du lacet si jamais une contrainte arrive sur cet axe, c'est-à-dire que si jamais j'ai une contrainte sur l'axe Z, elle ne sera pas propagée sur les autres axes. Ça, c'est dans le sens où si j'ai une saturation de ma tâche d'orientation, je ne veux pas que ça entrave ma tâche de centrage. Et en revanche, si jamais j'ai une saturation sur mon axe X et mon axe Y, je souhaite une propagation sur l'intégralité de mes axes, dans l'idée où je veux conserver au mieux possible une trajectoire en ligne droite dans mon image. Donc, je vais vous présenter donc ces deux lois de commande. La première en 3 degrés de liberté qui considère la tâche de centrage et d'orientation, et la seconde pour un mode pan-tilt du satellite qui considère uniquement du coup la tâche de centrage. Alors, sur une première simulation que je peux vous proposer, en fait, on a simulé une caméra qu'on a mis en orbite avec des vitesses orbitales. On l'a fait observer une scène d'intérêt qui est ici une image satellite fournie par Airbus, qu'on a posée sur la Terre et à laquelle on a induit la vitesse radiale de la Terre. Notre objet d'intérêt ici, il est traqué grâce à un algorithme de suivi visuel de type template tracking, où le premier point définit donc le premier point qui est ici le centre du template définit du coup mon point de ma tâche de centrage, excusez-moi, et le second point qui est sur le centre du premier segment de ce template va définir ici ma tâche d'orientation. Vous pourrez observer, et dans l'intégralité de mes simulations à gauche, l'erreur visuelle en fonction du temps et la vitesse angulaire en fonction du temps. Si je lance la simulation, je vais pouvoir observer donc parfaite et ma tâche d'orientation qui va s'accomplir mais plus lentement dû au gain lambda alpha qui est réglé plus faiblement. Je remarque également une saturation sur l'accélération sur l'axe Z pour la tâche d'orientation qui explique donc en partie pourquoi je mets plus de temps. Et je vois que lorsque mes deux tâches sont accomplies, malgré le mouvement du satellite, j'observe que mon erreur visuelle reste faible. Une seconde simulation qu'on peut proposer est celle où on a considéré uniquement la tâche de centrage, mais cette fois en observant un objet mobile qui a deux cas de figure. Le premier cas de figure, cet objet mobile est fixe sur Terre.
donc une vitesse propre de 0 km/h, et on voit que notre tâche de centrage va accomplir une ligne droite dans notre plan image. En revanche, si jamais cet objet a une vitesse de 300 km/h, je vais observer que ma tâche de centrage va d'abord converger vers un point intermédiaire qui me permet de mesurer l'influence de la vitesse propre de l'objet et donc l'erreur de traînage sur notre asservissement. Erreur de traînage qui est ensuite compensée totalement par l'intégrateur visuel. Ce qui est intéressant avec cette simulation, c'est qu'on peut également remarquer que si jamais je regarde la vitesse angulaire du satellite en la soustrayant des vitesses pour compenser son mouvement orbital, donc ici je vais voir par exemple que l'influence donc de la tâche de centrage sur mes vitesses angulaires. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai une vitesse à 0 km/h, en effet, la vitesse angulaire est nulle, à part lorsque lorsque ma tâche de centrage est effective. Par contre, si jamais j'ai une vitesse de 300 km/h, il va rester une vitesse résiduelle à la fin, et cette vitesse résiduelle correspond totalement à la vitesse me permettant de compenser la vitesse propre de l'objet. Donc ce que je propose, c'est qu'on pourrait totalement, par géométrie, vu qu'on connaît bien la profondeur, remonter à cette vitesse propre en se basant sur cette première vitesse angulaire. Dans un second temps, dans un premier temps, excusez-moi, toutes ces simulations étaient proposées avec un modèle dynamique de type intégrateur. Et dans un second temps, on propose d'améliorer cette dynamique, car un modèle intégrateur est un modèle plutôt cohérent pour des robots industriels terrestres. Pour un satellite, on va se rendre compte qu'un système plus cohérent va être de considérer une réponse en second ordre. Pourquoi on souhaite considérer cette réponse dans notre système? Déjà pour être plus réaliste, mais également pour modifier quelque peu notre algorithme de saturation qui, dans le premier cas, sauf que nous, ce qu'on préférerait, c'est que cet algorithme de saturation ne sature que les vitesses réelles ou accélérations réelles. Pour ce faire, on propose une prédiction de cette vitesse réelle en se basant donc en partant de la fonction de Laplace qui est présentée ici et en l'attaquant avec des échelons d'accélération qui nous permet en fait d'utiliser la réponse temporelle à un échelon qui, à ce système, est bien connu et redescendre petit à petit à la vitesse prédite du satellite à l'instant d'après. Et ce qu'on souhaite, c'est saturer cette vitesse avec le même algorithme de saturation présenté avant. Saturer également l'accélération relative à cette vitesse. Je ne l'ai pas dit sur la première slide, mais j'en profite ici. L'accélération, on propose de la traiter en considérant une discrétisation avec un pas de l'air d'ordre 1. Ce qui nous permet donc de montrer une simulation qui est assez similaire à celle qu'on a proposée auparavant, où cette fois, donc, j'ai la dynamique du satellite qui est incorporée. Et on va voir que la première conséquence, ça va être qu'on va perdre cette trajectoire de ligne droite au tout début de notre asservissement, qu'on va récupérer ensuite, donc dû à la dynamique du satellite, mais pas que. En effet, on a également augmenté le gain lambda alpha relative à la tâche d'orientation, pour que celle-ci s'accomplit plus rapidement, et remarquer donc des saturations selon l'axe Z en accélération et en vitesse qui ne se propagent pas pour la vitesse ici sur mes autres axes. Je remarque ensuite que malgré la dynamique du satellite, malgré les mouvements orbitaux, lorsque j'ai centré et lorsque je suis orienté dans la bonne orientation, malgré les vitesses, je reste du coup avec une erreur visuelle faible. On a pu appliquer la même loi de commande, mais cette fois avec uniquement la tâche de centrage, mais cette fois pour observer un objet mobile sur une image satellite, donc un objet mobile qui est ici une voiture sur une autoroute à Barcelone, et qui apparaît donc sur une image satellitaire comme un carré blanc. On va remarquer que du coup la tâche de centrage va réussir à centrer l'objet en remarquant une influence de plus en plus importante de notre intégrateur visuel qui va finir par centrer l'objet avec une erreur de traînage qui est ici quasi nulle, proche du pixel. On a ensuite appliqué ces lois de commande sur différents jeux de données. Dans un premier temps, notre tâche de centrage sur du coup différentes vitesses, des vitesses qui pouvaient aller jusqu'à 1000 km/h.
Et remarquez que le comportement est plutôt similaire dans le sens où notre tâche de centrage va converger dans un premier temps vers un point intermédiaire, encore une fois, qui va faire apparaître l'erreur de traînage. Erreur de traînage qui dépend totalement de l'importance de la vitesse propre de l'objet. Erreur de traînage qui est ensuite, encore une fois, compensée grâce à l'intégrateur visuel. On a également appliqué la loi avec les 3 degrés de liberté sur différents lieux sur Terre, à Brest, Barcelone, Tarragone et Vancouver, et remarquez que les tâches sont accomplies dans chacun des cas, également avec des trajectoires très similaires. On a ensuite porté notre approche sur nos plateformes expérimentales. Dans un premier temps, sur le robot AFMA, qui est un robot cartésien qui permet en fait de bouger sur ces 6 degrés de liberté. Et notre idée, donc, c'était de lui imposer une trajectoire satellitaire sur ses axes en translation et de commander sa caméra qui est montée sur une tête pan-tilt-roll par asservissement visuel. Et par exemple, on a pu démontrer des expérimentations sur, par exemple, là, si je souhaitais observer la tour Eiffel, donc ma tâche de centrage, encore une fois, va centrer la cible avec une trajectoire quasi parfaite et la tâche d'orientation va s'accomplir plus lentement. Ce qui est intéressant dans cette manipulation, c'est qu'on voit qu'il y a une saturation de l'accélération sur l'axe X qui va se propager sur l'axe Y et l'axe Z. Par contre, une saturation en vitesse de l'axe Z ne se propage pas, encore une fois, sur l'axe X et sur l'axe Y. Et on va voir que lorsque mes 2 tâches, encore une fois, sont accomplies, malgré les mouvements du robot, mon erreur visuelle reste faible. On a pu proposer une autre acquisition où cette fois, on observait une voiture à une vitesse plus ou moins constante et remarquer encore une fois une première trajectoire en ligne droite et jusqu'à un point intermédiaire nous faisant apparaître cette erreur de traînage qui est accomplie ensuite. Dans ce cas-là, encore une fois, on voit que la vitesse résiduelle ici peut être identifiée et on pourrait remonter donc à la vitesse propre de l'objet grâce à cette vitesse résiduelle. On a ensuite porté notre approche sur l'asservissement visuel d'une caméra pan-tilt montée sur un drone. Le drone, l'idée c'était de lui donner une trajectoire imposée, c'est-à-dire qui n'est pas contrôlée par asservissement visuel, et de ne contrôler que la caméra. Et on va remarquer du coup dans ce cas précis que donc là, la caméra a observé la cible, et malgré le mouvement donc, du quadrotor, on voit que la caméra va s'orienter pour continuer à suivre la cible. L'idée de cette approche, c'est qu'on pourrait donc appliquer nos lois sur des caméras pan-tilt, monter sur monter sur un véhicule dont on connaît ou dont on peut précisément déduire la dynamique. Ce qui me permet de conclure sur cette première partie, où on a conçu une loi d'asservissement visuel pour contrôler précisément l'attitude d'un satellite d'observation dans différents cas de figure. Cette loi d'asservissement visuel, elle est basée image en prenant en compte les compensations des mouvements externes dans la commande. On a amélioré son comportement en proposant des gains proportionnels adaptatifs et également effectué une prédiction sur la matrice d'interaction en translation. L'algorithme de saturation qu'on a proposé, on l'a proposé également avec une version prédictive pour prendre en compte la dynamique réelle du satellite et valider nos approches sur différents jeux de données, déjà une simulation réaliste d'un satellite en orbite, et également des expérimentations sur robots, montrant que notre approche puisse être généralisée pour d'autres robots mobiles. L'intégralité de ces travaux ont fait l'objet donc de 2 publications dans des conférences internationales, une à Aeros et une seconde à l'IAC. Alors, je vais commencer ma seconde partie sur l'asservissement visuel sous contrainte de netteté, en se rappelant de nos objectifs, qui étaient, je le rappelle, assurer une bonne qualité de l'image lors de l'acquisition. En faisant la conception de notre loi de commande, on conçoit donc une tâche de centrage
tâche de centrage qui peut provoquer des mouvements de caméra brusques. Et en effet, vu qu'on observe des objets mobiles, ces objets peuvent bouger plus ou moins rapidement dans l'image. Tout ça, ça va créer ce qu'on appelle du flou de mouvement et une qualité de l'image détériorée. Et le problème, c'est que dans l'idée de travailler avec des satellites d'observation de la Terre, les images obtenues sont vouées à être exploitées par des opérateurs au sol et des images floutées ne sont forcément pas souhaitables. Mais dans le cadre plus d'asservissement visuel, il est vrai que ce flou peut provoquer des perturbations des algorithmes de suivi et d'autres perturbations. Typiquement, pour notre cas de figure, si j'implémente le flou, je remarque que parfois mes algorithmes de suivi peuvent plus ou moins diverger, voire totalement ne pas arriver à suivre la cible lorsque mon objet est très petit dans mon image. Du coup, notre proposition, c'est d'arriver à contraindre le mouvement de la caméra afin de limiter ce flou de mouvement lors d'une tâche d'asservissement visuel. Et pour ce faire, on va d'abord modéliser ce flou, ensuite mesurer la netteté de l'image et proposer une approche par commande contrainte en considérant une contrainte de netteté. Dans un premier temps, donc, la modélisation du flou de mouvement. Le flou de mouvement, on peut le caractériser grâce à ce qu'on appelle un noyau ou une fonction de répartition, un PSF, H ici, qui est doté donc de deux paramètres, L, l'amplitude du mouvement en pixels, et alpha, la direction du mouvement. L, cette amplitude du mouvement, c'est également en fait l'amplitude du flou dans l'image, et alpha, donc, c'est la direction de ce flou. On peut donc dire qu'une image floutée, c'est une image nette convoluée par un noyau convolué par H, avec H les bons paramètres L et alpha. La littérature sur ce sujet, elle est principalement concentrée sur l'estimation de ce noyau H, en essayant, à partir d'une image floutée, de déterminer du coup le PSF. Et ensuite, essayer donc de restaurer ces images par des convolutions. Le problème, c'est que c'est des approches qui sont en général très demandeurs en puissance et en temps de calcul, et dans le cadre d'une application sur satellite d'observation, on propose de ne pas s'essayer à ces approches. Ce qu'on propose plutôt, c'est d'essayer d'évaluer la qualité de l'image grâce à ce qu'on appelle une métrique de netteté. Une métrique qu'on va considérer, ça va être par exemple la norme du gradient de l'image, S, qui correspond au contour d'une image et qu'on le voit ici, s'efface en présence de flou de mouvement. Donc notre idée, c'est d'appliquer cette métrique S sur notre image et essayer de la maximiser pendant notre tâche de centrage. On peut le voir avec le schéma présenté ici, que cette métrique, elle est totalement influencée à la fois par l'amplitude du mouvement, mais également par la direction de ce mouvement, avec une prédominance quand même plus importante, avec une prédominance de ce paramètre L. Donc notre idée, ça va être d'essayer d'optimiser ce paramètre L pendant l'accomplissement de la tâche d'asservissement visuel et utiliser la métrique S, les valeurs qu'elle nous donnera, comme une variable d'entrée pour contraindre la commande. Mais comment effectuer de la commande contrainte? Il y a déjà beaucoup d'approches qui existent. Une approche qu'on a déjà considérée sur le début de cette présentation, c'était de potentiellement saturer la commande si jamais nos contraintes sont franchies. Il y a aussi d'autres approches qui sont proches de l'asservissement visuel, des tâches, pardon. Donc, ajouter une tâche, par exemple, ou hiérarchiser les tâches dans le sens où une tâche secondaire, non prioritaire, va percevoir une tâche prioritaire comme une contrainte pour elle. Il y a d'autres approches qui existent, les approches optimales, qui vont permettre en fait de considérer les contraintes dans un système, du coup, plus naturellement. Ces approches, je vais en proposer une, donc il y en a plusieurs, donc l'optimisation quadratique et le modèle prédictif, mais je vais proposer une seule formulation, la formulation d'optimisation quadratique, où ici, je vais chercher à optimiser une variable, donc mon oméga, en essayant de minimiser une fonction de coût qui est présentée de manière quadratique, tout ça en sujet à du coup des contraintes d'égalité et d'inégalité qui, on le voit ici, sont linéaires à la variable que l'on souhaite optimiser. Donc notre idée, c'est d'utiliser une approche basée QP pour que la variable optimisée, la vitesse de la caméra, respecte les contraintes et où la tâche d'asservissement visuel va être contenue dans la fonction de coût quadratique.
Donc ce qui nous reste à faire, ça va être de formuler cet asservissement visuel dans un système d'optimisation quadratique, mais également de définir, de déterminer la contrainte de netteté qu'on souhaite imposer au système. Alors, pour la première partie, on propose ce schéma de formulation en optimisation quadratique, où notre idée était de partir tout simplement de la variation de l'erreur, la même qu'on a présentée auparavant, avec du coup notre vitesse caméra, que l'on présente ensuite de manière quadratique. Notre vitesse caméra, c'est encore une fois donc notre variable optimisée. On lui impose les contraintes mécaniques du satellite en vitesse ou en accélération. Et pour que la contrainte soit linéaire en vitesse, que la contrainte en accélération soit linéaire en vitesse, excusez-moi, on propose encore une fois de discrétiser cette accélération avec un pas de l'air. Ensuite, le modèle d'erreur, le E point étoile, il est identique à celui qu'on a considéré précédemment, avec la petite différence qu'on va considérer uniquement le mode pan tilt du satellite, c'est-à-dire l'asservissement selon son axe X et son axe Y. On retrouve ici l'accomplissement de la tâche avec un gain adaptatif, la compensation des vitesses connues et la compensation de la vitesse propre de l'objet qu'on propose dans cette partie, considérée avec un filtre de Kalman. Enfin, une dernière contrainte, la contrainte de netteté, qui est ici formulée comme une contrainte en vitesse angulaire, et le reste de notre travail va se concentrer sur arriver à déterminer cette contrainte en vitesse angulaire. Et pour ce faire, on va tout d'abord s'intéresser à ce qu'on appelle une condition de netteté, c'est-à-dire à quel moment je considère que mon image est nette lors de mon asservissement. Donc du coup, on a proposé différentes formulations et on les a étudiées. La première, classique, je dirais, la netteté ne doit pas diminuer lors de mon asservissement. Donc ce qui revient à dire S point positif. Le problème, imaginons que au début de mon asservissement, j'ai déjà la connaissance d'une image nette et que ma tâche de centrage n'a pas été accomplie. Vu que n'importe quel mouvement de caméra peut potentiellement créer du flou, je pense, du coup, cette proposition devient trop contraignante pour le contrôle. On a étudié une autre proposition. La netteté doit être supérieure à une valeur prédéfinie, S supérieur à taux S max, où S max va correspondre à la valeur maximale de S obtenue pendant l'asservissement. Donc, ça pourrait être, par exemple, la valeur de S d'une image nette lorsqu'on la possède, ou si jamais notre image est floutée. Excusez-moi. Excusez-moi. Hop. Et j'y arrive. Voilà. Donc je disais, si j'ai une image nette et que la valeur de S correspondra à la netteté pour une image nette, mais si jamais je commence avec une image qui est floutée, alors on propose par exemple d'améliorer cette valeur S max lorsqu'on obtiendra des images de plus en plus nettes. Enfin, taux, le niveau de netteté voulu dans l'image, il va être compris entre 0 et 1 exclu, dans l'idée où, par exemple, si j'ai un taux à 0,2, ça va correspondre à une image qui est très floutée, et des taux supérieurs à 0,6 m'offrent du coup des images de bien meilleure qualité, et notre idée, ça va être d'essayer d'effectuer notre tâche en évoluant dans ces plages de taux. Le problème, c'est qu'avec cette condition de netteté, j'ai toujours pas de relation directe avec la vitesse angulaire de la caméra. Pour en obtenir une, ce qu'on propose, c'est une fonction barrière. Une fonction barrière définie de la sorte avec S point supérieur à sigma, où sigma contient cette condition de netteté. Ce qui est intéressant, c'est que cette fonction barrière elle va provoquer un comportement différent sur la commande en fonction de la valeur de la netteté. Le premier comportement, c'est qu'imaginons que notre netteté est inférieure à ce seuil qu'on avait spécifié, alors notre commande va être très contrainte et va forcer S à croître au-dessus de ce seuil. En revanche, si jamais ma netteté est déjà supérieure à ce seuil, le cas où j'ai une image nette, je vais autoriser la commande à décroître jusqu'à taux S max, et dans ce cas précis, la commande sera faiblement contrainte. On peut relier cette contrainte de netteté à la vitesse angulaire de la caméra en considérant la jacobienne de cette contrainte avec la variation qui relie
la variation de la netteté avec la variation de la vitesse projetée dans l'image. Cette jacobienne, elle va comprendre des mesures dans l'image, et la vitesse projetée dans l'image, on peut l'obtenir très facilement en se basant sur le modèle de l'erreur qu'on va exprimer dans le plan pixelique. Enfin, on obtient donc une contrainte qu'on appelle non prédictive, dans le sens où je vais considérer à chaque fois des mesures à l'instant K de mon jacobien. Et je vais pouvoir donc vous présenter ce que ça donne. Dans un premier temps, sur une simulation où j'ai considéré qu'il n'y avait pas de mouvements orbitaux, mais simplement des mouvements pan-tilt de la caméra, du satellite du coup. Et on remarque que lors d'une commande non contrainte, je vais observer une tâche de centrage qui va générer du flou lors de mon asservissement. Et on va le voir, ma netteté diminue à des valeurs jusqu'à 0,2, vous le voyez ici, et ensuite devient complètement nette lorsque j'ai centré mon objet et qu'il n'y a pas de mouvement de caméra. Si jamais j'applique donc ma contrainte non prédictive avec un taux égal à 0,7, je la lance, excusez-moi, j'observe que ma tâche de centrage va provoquer un flou au début et ensuite s'améliorer plus rapidement du coup sur ce seuil de 0,7 avant de centrer complètement. Le problème, c'est que, alors, on est content dans le sens où on a amélioré nos nettetés sur la globalité de l'asservissement. Le souci, c'est qu'on crée encore du flou à cause d'un mouvement de caméra brusque qu'on peut voir avec ce pic de vitesse angulaire au début de notre asservissement. Pourquoi ça arrive? Tout simplement parce qu'on a considéré une contrainte non prédictive qui prend en compte des vitesses, des images courantes. Et au début de mon asservissement, dans le cas où je suis bien compensé et que j'ai une vitesse nette, ma contrainte, du coup, ne va pas contraindre ma commande, car il considère que l'image est nette. Et en effet, si l'image est nette, mon jacobien va être nul. Et ce qui se réfère donc à une contrainte qui ne va pas s'effectuer sur ma commande. Dans ce cas, s'il y a du flou qui est créé à cause de cette commande à l'instant d'après, il ne sera contraint qu'ensuite, comme on l'a vu sur l'acquisition d'avant. Donc notre idée, c'est de proposer plutôt une contrainte prédictive qui va prédire la prochaine commande en se basant sur la résolution classique par l'inverse de la matrice d'interaction, comme on a présenté précédemment. Flouter la région d'intérêt Imax, celle qu'on considérait où on appliquait nos métriques, à partir de cette vitesse et nous permettre de calculer donc le jacobien à l'instant d'après, et remplir la contrainte de netteté avec ce jacobien. On obtient donc une nouvelle contrainte, une contrainte prédictive qui va proposer un comportement bien différent sur la commande. On la présente par exemple ici, où ma contrainte prédictive va ralentir dès le début le mouvement de mon satellite et contraindre la vitesse dès le début, ce qui va me permettre en fait d'obtenir une netteté qui va toujours être supérieure à 0,7 lors de mon centrage, contrairement du coup à ma contrainte non prédictive qui chutait en dessous avant d'essayer de remonter jusqu'à 0,7. Cette acquisition elle est intéressante dans le sens où on peut voir vraiment l'influence de ces contraintes sur nos vitesses angulaires. On le voit ici, elles vont se traduire par du coup des saturations en vitesse dans les deux cas, avec une saturation en vitesse qui va arriver plus vite pour ma contrainte prédictive, mais également une saturation sur l'accélération sur ma contrainte prédictive qui n'apparaît pas sur ma contrainte non prédictive là-bas. On remarque du coup avec ces deux simulations que ma contrainte prédictive est mieux adaptée pour résoudre notre système, résoudre notre problème. On propose donc un second jeu de simulation où cette fois je vais être dans le cas où mon satellite subit ces mouvements orbitaux. Et si jamais par exemple je mets un taux à 0,9 qui correspond à une image qui est quasiment parfaitement nette, je vais voir que ma tâche de centrage va s'effectuer en restant au-dessus de ce seuil de 0,9, ce qui va traduire par un ralentissement donc de la tâche de centrage pendant l'asservissement. Et on va voir, contrairement à ce qui était proposé avec la commande contrainte où on descendait à quasiment 0,3 de netteté, on va rester donc parfaitement au-dessus de 0,9. On peut, maintenant qu'on a montré l'application dans le cas où j'observais des objets fixes, on propose une dernière simulation où cette fois on observe du coup un objet mobile qui peut potentiellement être déjà flouté au moment où je l'acquiers dans mon image.
Par exemple, si on observe un avion qui va à 800 km/h, il y a de fortes chances que cet avion apparaisse très flouté dans mon image. Et si on cumule en plus une tâche de centrage sur la tâche du suivi du mouvement, il est possible qu'avec le cumul du flou, on n'arrive tout simplement pas à suivre notre objet dans le plan image de notre caméra, à cause d'une divergence de l'algorithme de suivi. Si en revanche, on applique une contrainte prédictive, encore une fois avec un taux égal à 0,9, qui correspond à une image très nette, on va voir que ce qui va produire sur la commande, c'est qu'elle va laisser, excusez-moi, ce qu'elle va laisser la compensation de mouvement se faire et donner de l'influence à la tâche de centrage uniquement lorsque l'avion a une qualité qui va être de plus en plus nette. Et une fois que c'est fait, réussir à totalement centrer l'appareil avec une qualité d'image nette. Ce qui me permet de conclure sur cette seconde partie, où on a conçu une loi de commande d'asservissement visuel avec une approche optimale quadratique, comprenant une contrainte de netteté pour limiter le flou lors de l'acquisition. On a formulé donc la tâche de centrage dans la fonction de coût et proposé des contraintes mécaniques et de netteté linéaires à cette vitesse de rotation. Pour ce faire, on a fait une détermination analytique du jacobien de la norme du gradient en fonction des paramètres du noyau du flou et conçu une contrainte de netteté prédictive en se basant sur une fonction barrière, à l'aide d'une fonction barrière, et proposé également avec une version prédictive pour améliorer son comportement. Enfin, on a validé notre approche dans différentes configurations avec différents niveaux de netteté imposés. Et on a du coup proposé à publication ce travail dans une revue donc ARAL, et revue qui est encore en révision aujourd'hui. Alors, pour conclure sur cette présentation, je vais rappeler rapidement nos contributions. La première d'un asservissement visuel d'un satellite d'observation, où on a proposé des améliorations vis-à-vis des approches pionnières de l'asservissement visuel pour effectuer du suivi de cibles mobiles avec des réorientations rapides vers l'objet d'intérêt. On a pris en compte également les contraintes mécaniques du satellite avec différents modèles et validé ces approches dans différents scénarios. Enfin, on a proposé donc notre asservissement visuel sous contrainte de netteté, avec une loi de commande différente, gérée par approche optimale, et la principale contribution de cette partie a été donc de concevoir cette contrainte de netteté relative à une métrique dans l'image, nous permettant de limiter le flou lors d'un centrage. Je me permets donc de présenter quelques perspectives à ces travaux. Une première, dans le moyen terme, aurait été d'améliorer l'approche optimale, dans le sens où on a optimisé le flou sur l'amplitude du mouvement. On aurait pu également essayer de l'optimiser selon la direction du mouvement, en considérant le jacobien selon la direction du flou. On aurait pu également proposer une stratégie différente pour contraindre un objet déjà flou, dans le sens où notre fonction barrière a un grand intérêt lorsqu'on connaît déjà un seuil de netteté, je dirais un seuil de netteté, donc quand on connaît l'image nette. Si ce n'est pas le cas, on pourrait peut-être envisager d'autres stratégies pour compléter cette fonction barrière en essayant par exemple juste d'améliorer la qualité de l'image sans effectuer par exemple la tâche de centrage. De l'optimal quadratique au modèle prédictif, dans le sens où ma contrainte prédictive liée à mon QP me donne envie de potentiellement gérer le flou sur un horizon plus grand et donc de considérer un modèle prédictif. Et enfin, dans une dernière perspective, mais un peu plus dans le long terme cette fois, on pourrait considérer l'application de ces lois d'asservissement visuel, mais cette fois sur une constellation de surveillance des objets orbitaux, où l'idée ce serait d'essayer de pousser l'identification des vitesses des objets mobiles en l'appliquant à des objets donc non coopératifs afin d'arriver à les filmer, les photographier, mettre à jour leurs paramètres orbitaux. Et le principal problème dans ce cas de figure, c'est qu'il y a une forte vitesse relative entre un satellite qui souhaite observer un objet orbital et l'asservissement visuel du coup peut aider pour permettre d'augmenter le temps de suivi, permettre donc d'identifier, comme on l'a fait précédemment, les vitesses non compensées. Ça nous permet donc de mettre à jour, par exemple, soit une orbite réelle du satellite, ou simplement prévenir un second satellite, de la position à peu près estimée de ce débris, satellite qui pourra, par exemple, bouger déjà en avance à l'aide de commandes distribuées pour augmenter le temps de suivi. On pourrait imaginer donc un énième satellite qui, lui, connaîtra très bien
potentiellement la trajectoire de ce débris et qui pourra interagir avec lui, le filmer ou d'autres choses. Alors j'ai fini avec ma présentation. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. On était dans les temps et donc c'est le moment de questions. Merci beaucoup. Merci François. Merci Eric de m'avoir invité pour apporter ces travaux. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre manuscrit. C'est extrêmement intéressant. Moi, je fais plutôt de la service-histoire visuelle. Je n'avais jamais regardé exactement les applications spatiales, donc j'ai appris beaucoup de choses très complémentaires. C'était très intéressant. Et du coup, comme c'était intéressant, ça a éveillé un certain nombre de questions. Excuse-moi Viviane, je vais te donner un micro. Je pense que lui, il va fonctionner. Excuse-moi. Alors, est-ce qu'il marche? Oui. Donc, du coup, je disais, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ton manuscrit et ça a éveillé beaucoup de questions parce que je ne connais pas très bien justement le domaine d'application. Et donc, peut-être ma première question, c'est quelque chose que finalement j'aurais aimé peut-être retrouver davantage dans le manuscrit, mais c'est pas bien grave parce que c'est intéressant de pouvoir en discuter oralement aussi. C'est un petit peu le lien que tu vas faire entre ton asservissement visuel, donc qui se situe plutôt au niveau du guidage, Oui. et puis on va dire la commande de bas niveau elle-même du satellite. Alors j'imagine que les deux déjà fonctionnent à deux fréquences d'échantillonnage extrêmement différentes. Oui. Et donc est-ce que ça c'est quelque chose que tu as regardé ou est-ce que tu te dis qu'en mettant à jour ta consigne, je sais plus, c'est à 5 Hz je crois? Alors ma consigne est à 5 Hz. Voilà. Est-ce que ça suffit? J'imagine que ça suffit amplement pour que le satellite se réoriente, c'est ça? Alors, du coup, en fait, on a considéré la réponse, donc la fréquence d'acquisition, pardon, la fréquence de cette boucle de contrôleur bas niveau, et on l'a traduite donc on l'a traduite en je dirais, une prédiction des vitesses réelles. C'est-à-dire qu'au tout début, on considérait que ce système de contrôle, c'était un intégrateur classique. Et ensuite, on savait, grâce au système Pléiade, qui eux fonctionnent avec une fréquence de contrôleur bas niveau de 0,5 Hz, si je ne me trompe pas, on s'est basé sur ça pour établir la fonction de Laplace qu'on a présentée avant. Je peux peut-être la remontrer. Excusez-moi. Celle-ci. Et du coup, celle-là, donc c'est vrai que c'est pas dit dans ma présentation, mais je peux le dire ici. On a essayé donc de considérer que c'était une réponse qui réagissait donc qui du coup englobe dans la pulsation propre cette fréquence propre de 0,5 Hz qui correspond du coup à la fréquence du contrôleur bas niveau. Et donc voilà, en fait, on s'est vraiment basé sur le modèle Pléiade et en fait, c'est surtout à Airbus qu'on nous a conseillé de se baser sur ce système-là. D'accord. Et alors juste pour être sûr que j'ai bien compris, ton F2P, là, ta fonction de transfert, Oui. c'est la fonction de transfert en boucle fermée de l'asservissement bas niveau, donc contrôleur plus satellite et tout ça rebouclé. Oui. C'est bien ça. Ouais, d'accord. c'est bien ça. Ok. Merci. Et alors, en lien avec ça, donc tu produis, ton asservissement visuel produit une vitesse de rotation. Oui. Et cette vitesse de rotation, tu vas l'intégrer, c'est ça, pour en faire la consigne d'entrée de ta... Oui. D'accord. Et quand tu l'intègres, tu utilises quel schéma? Alors tu nous, fais un schéma de l'air? alors on est sur un... Alors, je vais essayer de pas dire de bêtises. Nous, en gros, je fais tout ça avec la librairie Visp. Et je considère qu'en gros, je suis dans un... Donc déjà, la paramétrisation, c'est axe-angle. Et donc, que je dise pas de bêtises. Donc, du coup, oui, on intègre avec un pas de l'air, me semble-t-il, dans un premier temps, pour obtenir, du coup, la vitesse
pour obtenir du coup l'orientation courante en se basant sur l'orientation d'avant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a notre matrice de rotation, notre matrice de transformation, qu'on met à jour avec une seconde matrice qui est, elle, contrôlée, enfin calculée grâce du coup à la vitesse qu'on envoie, vitesse qui est du coup selon une paramétrisation axe-angle, vitesse qu'on intègre pour obtenir du coup une matrice de position qu'on multiplie du coup à la matrice courante pour obtenir du coup la nouvelle position. D'accord. Et donc, il n'y a pas de problème de singularité puisque tu es sur un genre de quaternion, quoi. Alors, dans ce cas, oui. Alors, au niveau de la paramétrisation, il n'y a pas de problème de singularité. Est-ce qu'il y a des problèmes de singularité de manière plus générale dans les satellites? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans notre cas de figure, il n'y en a pas. Voilà. D'accord, merci. Merci. Et donc ça, c'était un premier ensemble de questions. J'en avais un deuxième ensemble de questions sur un petit peu les hypothèses que tu as formulées pour modéliser ton problème. Alors, en particulier, par exemple, à un moment donné, quand tu modélises, tu dis que tu restes sur une orbite circulaire, c'est Oui, bien ça? absolument. C'est bien ça. Et Oui. alors, je me disais, quand tu vas, enfin, à terme, ça va finir enfin, ça devrait finir sur un satellite. Je pense que les orbites sont plus elliptiques que ce qu'elles sont circulaires, quoique je ne sois pas très versée dans le domaine. En effet. Et je me demandais, est-ce que tu as évalué, par exemple, l'impact de cette approximation sur, je sais pas, la qualité du résultat, la stabilité peut-être, ou la précision même du suivi, puisque ça va impacter ton terme en DE sur DT, Oui. ça va impacter un petit peu toutes ces matrices qu'il faut estimer. Donc je me demandais si tu avais évalué ça en fait. Alors, on ne l'a pas évalué. Ça a été une idée qui a été proposée par un ingénieur à Airbus. Nous, on s'est dit en fait que peu importe, je dirais, bien sûr la trajectoire est importante, mais vu qu'on va considérer cette trajectoire que pendant un pas d'environ 2 minutes, c'est quelque chose que j'ai pas dit pendant la présentation, mais on va faire un suivi pendant 2 minutes. Et cette trajectoire, finalement, qu'elle provienne d'une orbite circulaire ou une orbite elliptique, sur 2 minutes, va être assez identique. D'accord. En revanche, pour répondre totalement à la question, il est facile plutôt que d'une orbite circulaire, considérer une orbite elliptique et simplement mettre à jour ces termes de vitesse orbitale qui vont être bien sûr différents, mais qui en fait va revenir à ne pas avoir ce terme de θ qui va être tout seul et qui va en fait dépendre de l'excentricité de l'orbite. Voilà. Mais c'est des choses qui sont également très bien évaluées dans la littérature depuis très longtemps maintenant. Donc, voilà. D'accord. Et toujours en lien avec ces hypothèses, tu as dit aussi que tu allais suivre des objets qui ont une vitesse constante. Oui. Et alors aussi, je me suis posé la question, toujours pareil, on peut imaginer effectivement qu'une voiture va rouler grosso modo à vitesse constante, sauf peut-être si elle est en ville où la vitesse peut varier de manière significative. Ouais. Alors je me disais, est-ce que ton intégrateur va résister à tout ça? Alors, donc là, je suis un peu embêté parce qu'il y a une vidéo que j'aurais voulu présenter en plus, où en fait, moi, je vais répondre à l'oral, sur l'acquisition qu'on montre ici. En fait, j'arrête la simulation très vite, comme vous avez pu le voir, parce que on n'a pas un jeu de données illimité sur le satellite. Et ce qui se passe, c'est que pour avoir des simulations plus longtemps, je rebouclais l'acquisition, mais en faisant aller à l'arrière. Donc, imaginons par exemple que ma voiture du coup avance et ensuite d'un coup elle recule. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, j'ai un temps de battement entre le moment où j'avance et je recule. Mon intégrateur va continuer en fait à centrer ce point précis et je vais avoir une petite création d'erreur de traînage à cause de ce mouvement brusque, mouvement qui en fait traduit qu'on a changé, on n'est plus à on a une accélération finalement qui va être différente, qui va créer cette erreur de traînage, mais ensuite grâce à l'intégrateur, j'arrive encore à suivre l'objet avec un petit temps de battement. Donc je dirais que effectivement le modèle de l'intégrateur il est bien plus efficace pour les vitesses constantes. Qu'on préférerait des approches de filtrage un peu plus poussées dans le cadre où la vitesse est non linéaire.
Mais l'intégrateur fait dans ce cas-là tout à fait l'affaire sous couvert qu'on a mis des gains, bien sûr, qui sont cohérents avec notre approche. D'accord. Et du coup, ça me réveille une question. Est-ce que ça pourrait arriver que tu perdes ta cible? Alors oui, pour différentes manières. Typiquement, si mon traitement d'image ne marche plus, ou si là, on a le cas sur cette acquisition, si jamais j'observe celle-là plutôt que celle-ci, elle va à un moment donné passer sous le pont. Donc ça, c'est des approches qu'on n'a pas étudiées pendant la thèse, mais en fait, c'est plutôt l'idée où il faudrait mettre en place un algorithme, une sorte de prédiction qui grâce du coup à l'identification des vitesses qu'on suppose du coup constantes, si jamais à un moment je perds la cible pour X raisons, que je continue à appliquer la même loi de commande et que j'arrive avec encore une fois des algorithmes de détection à récupérer ma cible ensuite. Mais on voit que le problème n'est pas si simple dans le sens où détecter cette petite voiture dans, je dirais, cet océan de voitures qui se ressemble pas, qui se ressemble beaucoup, je pense que c'est pas forcément si trivial que ça. D'accord. Et je reste toujours sur cette problématique de l'estimation, cette fois-ci sur le filtrage de Kalman là, que tu n'as pas évoqué de trop dans la soutenance, mais c'est normal aussi. Donc là, c'est un petit point de détail sur ton filtrage de Kalman. Ouais. Quelle est la mesure que tu utilises? Parce que tu as modélisé, tu as dit là encore que tu avais un modèle à vitesse constante, d'évolution à vitesse constante. Et par contre, c'est la mesure que j'ai pas bien compris. D'où est-ce que tu l'extrais? Tu l'extrais du modèle? C'est une super mesure? Absolument. Alors, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas les équations à vous présenter. C'est une mesure en vitesse, parce que c'est du coup la vitesse que je souhaite observer. Et la mesure que je prends, c'est la vitesse de mon système. Du coup, oui, c'est ça. C'est la vitesse. Excusez-moi, je réfléchis. Prends ton temps. Pardon. Donc c'est la vitesse, toute la vitesse qui a été envoyée à l'instant d'avant, moins du coup l'influence de les compensations de vitesse connues et le mouvement du coup dû à la tâche de centrage. Donc c'est vraiment en fait on va isoler ce terme-là dans l'équation ici. Et en fait, je l'ai, voilà. C'est du coup en faisant E point moins L oméga oméga C. Et du coup, je vais essayer je vais l'obtenir en discrétisant E point, en faisant du coup encore une fois un schéma de l'air. Essayer, du coup, vu que je connais mon erreur à l'instant d'avant et mon erreur courante, je peux assez bien déterminer ce terme. Et cette mesure, donc, me permet d'obtenir une approximation de... Alors, c'est une erreur ce que je vous dis. Ce n'est pas delta E sur delta T, c'est bien sûr delta ET sur delta T, c'est-à-dire qu'il faut encore voir dans delta E, delta T les termes de compensation. Les termes de compensation. Voilà. Et du coup, ça nous permet d'obtenir cette mesure de delta ET qu'on met dans le filtre de Kalman, et ainsi de suite. Et on a considéré, je ne l'ai pas dit, du coup, un modèle de vitesse propre, de vitesse constante. D'accord. Et en fait, la question que je me suis posée, mais sans avoir vraiment la réponse, si ça se trouve, je dis une bêtise. En fait, je me disais, si on se trompe en construisant cette super mesure, franchement, est-ce que ça peut arriver d'abord? Et c'est-à-dire si mes modèles sont pas assez précis, peut-être, je sais pas, s'il y a peut-être du bruit, j'en sais rien. Ça risque de faire mal au filtre. Alors, est-ce que c'est un problème que vous avez rencontré ou pas? Peut-être pas, en fait. Alors, j'ai pas eu trop de problèmes avec le filtre de Kalman. Après, sous couvert d'avoir considéré tout le temps des vitesses constantes, sans trop de problèmes, je ne suis pas sûr. En fait, à partir du moment où la mesure se base sur l'asservissement qu'on a effectué avant, je suis pas sûr que je puisse avoir des problèmes où mon filtre pourrait totalement diverger.
Là où ça pourrait arriver, c'est effectivement si au final j'observe un objet qui ne va pas à vitesse constante, là peut-être. Sinon, je ne sais pas, je pense. D'accord. Et puis peut-être une dernière question, on va dire un petit peu plus large. Je me demandais, parce que en fait, en lisant votre manuscrit, en regardant un petit peu tout le travail que vous avez fait sur la gestion de la netteté, tout ça, je me suis dit, là, vous êtes parti dans la deuxième partie sur une commande optimale sous contrainte. Je me demandais pourquoi vous ne l'aviez pas fait sur la première partie, en fait. Alors, Mais je comprends parfaitement parce que sur le coup, j'aurais pas forcément pensé non plus. Bah. Et c'est toujours plus facile à dire a posteriori plutôt qu'a priori. Hein. En effet, ce sera ma première réponse. Ma vraie première réponse, c'est que, en fait, on n'a pas pensé à l'approche optimale dès le début, étant donné qu'il fallait qu'il y ait un intérêt à utiliser cette approche optimale. Là où l'approche du coup, l'approche classique, je dirais, de l'asservissement visuel par inverse de la matrice d'interaction suffisait largement pour effectuer notre tâche, et surtout que nos contraintes au départ étaient des contraintes qui étaient assez simples à prendre en compte dans notre système, les contraintes de vitesse et d'accélération, qui d'ailleurs ont montré un résultat plutôt cohérent sur nos asservissements. C'est vraiment quand on s'est posé la question de devoir considérer une contrainte dont on ne connaissait pas la nature au tout début, et là on s'est dit, c'est vrai qu'une approche optimale paraît plus cohérente paraît plus, je dirais, évidente à prendre en compte à ce moment-là. Mais on peut voir dans la conception de cette approche optimale que, en fait, c'est l'asservissement visuel classique qui a été vraiment transposé Oui, bien sûr. dans cette approche. Et je pense que j'aurais pas pu faire cette approche optimale sans considérer, du coup, l'approche classique où j'ai déterminé mes indices, mes matrices d'interaction. Donc, je dirais que dans mon cas de figure, personnellement, ça a été un juste, je dirais, ça a découlé naturellement. Et personnellement, j'aurais pas pensé directement à l'optimal dès le début. En fait, moi, ce qui m'a fait penser à l'optimal, c'est de vous voir gérer la saturation des actionneurs dans votre première partie. Oui. Et j'ai eu la sensation que ça avait dû quand même vous prendre sacrément la tête. Alors, Et que ça n'avait pas dû être facile du tout pour avoir fait ça aussi dans une partie de ma vie. Ça m'a rappelé quelques souvenirs et je me suis dit, mais peut-être qu'avec une commande optimale, simplement avec les contraintes sur les actionnaires, c'était peut-être plus simple finalement. Mais après, ma question qui est venue après, c'était pourquoi pas du MPC, mais au-delà de ça, je me disais aussi, est-ce que on va pouvoir mettre tout ça sur un satellite en embarqué? Ça, c'est alors, je vais répondre juste à la toute première question. En effet, pour les saturations, là, ce que j'ai pas dit, c'est que dans le premier cas, la gestion des saturations, savoir qui est-ce qu'on va saturer. Si, par exemple, imaginons, j'ai une accélération et une vitesse en même temps. Donc, nous, ce qu'on avait fait, c'est que on considérait d'abord, alors, il faut que je me trompe, on considérait d'abord la saturation en accélération, puis la saturation en vitesse. Et bon, effectivement, ça nécessitait un petit peu d'y réfléchir. Bon, au final, on a quand même réussi. Pour le second cas, oui, alors ça, c'est une question qu'on se pose, bien sûr. C'est pour ça qu'on a essayé de proposer des choses qui, globalement, étaient assez facilement temps réel dans un système. Après, effectivement, est-ce que le modèle prédictif peut être appliqué aux satellites? Ça, c'est une bonne question. Je dirais plutôt, est-ce que le modèle prédictif, avec une simulation du flou sur un horizon plus grand, peut potentiellement provoquer des temps de calcul très importants? Mais ça, c'est sous couvert d'essayer, je pense. Et surtout, je pense que c'est plus un problème d'ingénierie qu'autre chose, de réglage. Et donc voilà. Après, Renaud pourra mieux répondre que moi sur ce cas-là, peut-être. Après, j'ai déjà vu des papiers qui considéraient des approches prédictives sur satellite.
Bon, pas forcément avec de l'asservissement visuel, mais du coup, je pense que c'est possible. Ok, et j'ai une dernière question. Alors là, c'est en vous écoutant, en fait, si vous pouvez revenir sur votre slide 38. 38. J'ai noté 38, je ne sais pas si c'est le bon. Celle-là, celle-ci. Non, ça se trouve juste avant, juste après. Bon, c'était pas très grave. En fait, voilà, c'était sur la contrainte prédictive parce que Oui. vous avez dit en fait que la contrainte prédictive, elle était nécessaire parce qu'on part en fait avec des vitesses très très élevées en fait au départ. Finalement, c'est ce qui fait l'augmentation du flou parce qu'il faut réagir rapidement. Et alors je me disais finalement, est-ce que quelque part aussi, on ne touche pas aux limites de la définition de E point étoile, là, en décroissance exponentielle? Est-ce qu'avoir, par exemple, une définition sur une autre dynamique peut-être plus douce qu'une décroissance exponentielle, ça aiderait, on va dire, non que la contrainte prédictive soit inutile, bien au contraire, mais peut-être que l'une plus l'autre. Alors bien sûr, là on a considéré rester dans ce cadre du coup de décroissance exponentielle pour voir l'influence d'une telle contrainte. Bien sûr, je dirais que tout contrôle qui permet, je dirais, de proposer du coup des vitesses angulaires douces, ou en tout cas plus douces, avec des pics d'accélération plus faibles, va créer moins de flou, et donc moins être contraignant pour notre système. Mais en fait, là, la contrainte prédictive, je dirais qu'elle est... Alors oui, du coup, je suis d'accord. Et pour la contrainte prédictive, elle a surtout un gros intérêt dans le sens où, comme je le disais, en fait, peu importe, avec une image nette au tout début, c'est comme s'il n'y avait pas de contrainte de flou. Donc du coup, c'est comme si on laissait à la loi de commande elle-même le rôle de gérer le flou, en fait. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on voulait faire. On voulait, dans l'idée où on imagine vraiment quelque chose de pas trop invasif, une tâche primaire et une contrainte, et voir ce que ça donne, du coup. Ok, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais merci aussi pour votre présentation que j'ai trouvée très claire. Je n'ai pas pensé à le dire tout à l'heure, mais je profite pour conclure là-dessus maintenant. Voilà, j'espère que c'était pas trop long. Merci beaucoup. Je passe la parole à Pascal. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci à François et à Eric pour l'invitation à rapporter sur ta thèse, qui est très très intéressante. Alors, moi, ça m'a ramené loin en arrière, ça m'a fait vieillir d'un coup. La dernière fois que j'ai vu un peu de commandes, c'était il y a presque 30 ans. Donc, bon, j'ai un peu souffert, hein, j'avoue. Un peu beaucoup. Alors, je voulais voir de la vision, puis quand j'ai vu que tu prenais 2 points, voir un seul, là, j'ai commencé à pleurer. Plus sérieusement, je tiens à souligner la qualité du manuscrit et de la présentation également, où tu as su intégrer des éléments complémentaires et puis apporter des arguments qui sont venus d'ailleurs contrer pas mal de questions que je pouvais déjà avoir, donc je les ai barrés au fur et à mesure. Donc j'ai bien apprécié la présentation parce qu'elle m'a éclairé sur beaucoup de points et c'était très intéressant. Voilà. Donc au niveau des quelques questions qui me restent, il y en a une qui a déjà été posée par Viviane, mais sur laquelle je souhaite revenir parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris la réponse. C'est sur la fréquence de 5 Hz qui réactualise la consigne, si je comprends bien. Oui, si je la retrouve, pardon. Et oui. En fait, ma question, elle est assez naïve. Hein, c'est compte tenu des enjeux liés aux vitesses, liés à la précision, je me disais 5 Hz, c'est vraiment faible. Je suis d'accord. Et est-ce que c'est vraiment réaliste pour une transposition sur un satellite? Alors, c'est réaliste dans le sens où on s'est imposé cette contrainte justement parce que c'était la fréquence qui était spécifiée par Airbus sur ces satellites Lyon. Dans un premier temps. Ensuite, si je voudrais compléter avec ce que j'ai pu voir dans la littérature, on n'est pas souvent au-dessus. Ce que j'ai vu au maximum, c'était des fréquences de 10 Hz, mais pas sur ces systèmes d'acquisition-là, où là, on est vraiment sur de l'observation satellite de précision.
Donc 5 Hz est réaliste, et d'ailleurs c'est une contrainte principale du système, je pense. Il y a pas mal de choses, de choix dans la commande qui ont été faites en fonction de ces 5 Hz, notamment cette prédiction de la matrice d'interaction en translation. Donc voilà, c'est réaliste en tout cas pour ce système d'imagerie. Ok. Alors justement, pour parler un petit peu de traitement d'image, parce qu'il y en a malgré tout, tu mentionnais tout à l'heure qu'en fonction du traitement d'image, tu pouvais perdre la cible. Donc actuellement, il y a la sélection de 2 points, hein, Oui. pour le centrage et ensuite pour l'orientation. Mhm. Et c'est par template matching, c'est ça? Oui, template, oui. Par template tracking. Et comment est définie finalement la taille de la fenêtre, la suite? Alors ça, c'est totalement manuel, parce que ça ne fait pas partie des objectifs du coup de notre travail. En effet, ça fait partie des perspectives que je présentais dans mon manuscrit, de considérer cette acquisition de manière automatique, qui me semble être nécessaire pour une application réelle sur satellite. Mais l'idée, c'était que cette partie-là était faite par un autre doctorant du projet. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est totalement manuel. Donc ça consiste à définir une fenêtre, Je définis une point fenêtre. central, c'est bien ça? Absolument. Et est-ce qu'en fonction de la taille de cette fenêtre, tu as pu constater des résultats très différents dans ton asservissement? Et est-ce qu'au final, les résultats que tu nous montres, c'est parce que c'est la bonne taille? Enfin, voilà, il y a toujours des petits trucs cachés. Non, j'ai testé avec des tailles différentes. D'ailleurs, je le montrais dans le cas du flou, où j'avais considéré une plus grosse fenêtre pour l'algorithme qui divergeait un petit peu. Donc non, donc j'ai essayé avec plusieurs tailles. En effet, bien sûr, considérer un template plus grand avait tendance à moins faire diverger en présence de bruit, par exemple de bruit de flou. Mais j'ai remarqué que c'était pas forcément une question de taille, mais plutôt une question de qu'est-ce que je voulais observer. Par exemple, si dans une image, donc celle de Brest, je peux vous la montrer ici, si j'observais en fait, si je disais à mon algorithme, je veux observer ce petit bâtiment-là, c'était très dur pour lui d'arriver à pas différencier les deux. Du coup, par exemple, si je voulais observer cette zone, j'avais tendance à essayer de prendre un template plus grand, englobant du coup ce qui pouvait le faire douter. Donc voilà, donc oui, j'ai testé un peu, j'ai même essayé donc juste de prendre l'intégralité de l'image comme étant le template, donc ça marche très bien, et surtout du coup le point définissant la tâche de centrage est déjà sur du coup la visée du satellite, et on est sur une tâche de maintien comme on a pu voir lorsqu'on a convergé. D'accord. Oui, donc je suppose que c'est plus effectivement ce que tu disais, c'est le contenu informatif de la zone que la taille en elle-même. Absolument, je pense en tout cas. Donc toujours dans la sélection des 2 points, il y a, donc, comme ici, c'est 2 points qu'on peut juger à la même altitude, mais tu évoques dans ton manuscrit aussi la possibilité de prendre un point et un autre à une altitude supérieure. Oui. Alors, ce qu'on retrouve à travers le résultat avec l'AFMA, où il y a la tour Eiffel qui... Oui. Et je me demandais si ça changeait des choses, le fait d'avoir un point d'altitude, étant donné l'altitude du satellite, oui. etc. Est-ce qu'au niveau des traitements ou au niveau globalement du système, ça a une influence réelle ou pas? Alors ça en a une dans le cas embêtant, je dirais, c'est-à-dire le cas où là mon satellite il a la chance de passer comme ça sur mon objet, mais le cas où je passe au-dessus, du coup au zénith, là c'est compliqué, et en fait même en simulation on s'est rendu compte que c'était au tout début de ma thèse j'avais ce problème-là, et en fait la distance entre les 2 points dans l'image, le petit L qui était spécifié avant, en fait, je comprenais pas pourquoi mes algorithmes ne marchaient pas et que mes compensations marchaient pas très bien. Et en fait, ce petit L était vraiment très petit, de l'ordre de 10 puissance moins 10 ou quelque chose comme ça. Forcément, vu qu'il est mal défini dans l'image et que du coup, l'angle ne faisait que de varier parce que ça marchait pas très bien. Et donc, ce qu'on disait, c'était que effectivement, si on voulait considérer cette tâche dans une configuration relief, donc dans ce cas-là,
il faudrait bien bien observer cette cible-là. Et si dans le cas on passait au-dessus, l'idée, mais qu'on n'a pas traité, ça aurait été d'essayer de, au moment où on voit que ce paramètre L est trop petit, désactiver la tâche de centrage, passer derrière la cible et la réactiver ensuite. Mais on repasse du coup sur une autre problématique où il faut réacquérir la cible. Et donc voilà. Mais voilà, c'est des choses qu'on a pensé, qu'on n'a pas faites, mais qu'on a pensé. D'accord. Puisqu'on est sur cette diapo, je me demandais si les conditions expérimentales étaient proportionnelles à une situation du satellite ou pas vraiment? Ça l'est dans les vitesses qui sont mises en jeu, c'est-à-dire que en gros, j'ai considéré que la distance entre le satellite et la Terre, du coup, qui était ici de 1 mètre, alors que de base c'est 500 km. Donc j'ai mis à jour les vitesses orbitales dans ce sens. Là où je me trouve pas le plus réaliste possible, c'est dans le fait que, en fait, je devrais observer des images plus zoomées que ça. Parce que là, dans ce que j'ai considéré, j'avais du 50 cm au sol. Ici, je suis clairement pas à 50 cm. Donc voilà, ça aurait été ce que j'aurais pu améliorer pour obtenir des acquisitions vraiment pareilles. Mais bon, on s'est basé sur des cartes satellites qu'on avait déjà imprimées. Et donc voilà, sur ce cas de figure-là. Et également, du coup, bon, je pense que c'est tout déjà. Ok. Alors, oui. Toujours sur les résultats, donc il y en a beaucoup en simulation avec l'AFMA, avec le drone, donc tout ça c'est très appréciable. Au début de ta présentation, justement tu as présenté des travaux assez récents, dont un en 2023, il me semble, qui visent à peu près les mêmes objectifs, mais avec des approches plus ou moins différentes. Et je me suis interrogé s'il y avait moyen de faire une comparaison sur des situations analogues, et est-ce que tu as pu le faire? Parce que ce n'était pas présenté non plus. Alors, je n'ai pas effectué de comparaison à proprement parler. Enfin, j'ai comparé du coup les méthodes, surtout les résultats qu'ils observaient. Le truc, c'est que c'était un petit peu difficile de le faire dans le sens où, donc, c'est dit au tout début de l'état de l'art. Je le rappelle ici. En fait, ils considèrent pas la même commande, tout simplement parce qu'ils sont pas dans la même contrainte entre guillemets. Donc typiquement, ils sont avec une résolution à 15 mètres par pixel, ou non, on est à 50 cm. Et en fait, le fait qu'ils soient avec je dirais une zone beaucoup plus large, lors de leur contrôle, lors de leur commande, pardon, leur courbe de vitesse était forcément pas du tout identique aux miennes, et surtout, l'influence des mouvements orbitaux de leur provoquer sur leur courbe en vitesse des décalages à une amplitude de pixels qui étaient totalement différentes aux miennes, étant donné que ils étaient sur des résolutions qui étaient beaucoup plus grandes, enfin beaucoup plus petites du coup, mais plus grandes dans le GSD quoi. Et donc j'arrivais, par exemple, moi ce qui m'embêtait, c'est que j'arrivais pas à voir cette problématique que moi j'avais, c'est-à-dire que si jamais je mettais pas mes termes de compensation et que je regardais cette scène donc très petite finalement, je me rendais compte que j'arrivais pas du tout à suivre ma cible et que mon objet partait hors de mon image. Donc voilà, ça c'était principalement ce que j'ai pu observer sur les courbes en vitesse. Et je dirais ici une grosse comparaison quand même, c'est que ça soit Clancar et Donner considèrent vraiment une focalisation fixe, donc de tout le temps observer un objet précis sur Terre. Ici, un objet qui est défini avec une grande zone large. Là où Donner, par contre, propose quelque chose de très intéressant, c'est qu'il propose un asservissement visuel où 2 satellites observeraient la même cible. Et du coup, le second satellite, en plus de faire sa commande, reçoit la commande du premier et regarde laquelle est la mieux. Mais c'est plutôt dans l'idée de réussir à bien effectuer le traitement d'image, en gros. Ils se partagent les points d'intérêt. Et donc voilà, c'était plutôt intéressant, mais du coup assez différent de nous. Effectivement, d'accord. Donc pour aborder la deuxième partie sur la gestion du flou, j'ai eu là encore une question naïve. Quand on envoie un satellite, ça coûte un petit peu.
Ouais. On va peut-être pas mettre une caméra pourrie à bord qui est soumise au flou. Donc, est-ce que le flou au niveau des satellites, enfin des caméras embarquées sur satellite, est réel et est-ce qu'il est le même que celui qu'on peut trouver sur des caméras classiques qu'on embarque sur un véhicule ou un robot, par exemple? Oui. Alors, je dirais, tout dépend du temps d'exposition. Pour répondre par la fin, on arrive à créer du flou avec nos caméras réelles à 5 Hz avec un temps d'exposition qui est du coup proche de la fréquence d'acquisition. Donc, dans le cadre où on a des caméras qui sont pas très bonnes. Dans le cadre satellite, bah, c'est un peu difficile à évaluer étant donné que je dirais du coup c'est vraiment un nouvel instrument, donc ça va dépendre. Je pense effectivement que déjà c'est presque impossible, c'est impossible d'avoir un temps d'exposition égal au temps d'acquisition. Forcément, il faut un temps de traitement. Je dirais que c'est comparable du coup à des caméras qu'on pourrait trouver dans le spatial. Effectivement, je pense que l'évaluation qu'on a faite, elle est à maxima, c'est-à-dire vraiment dans le cadre où on créerait beaucoup de flou. Mais en fait, je dirais c'est pas forcément trop c'est pas forcément trop un problème, dans le sens où on a considéré une petite zone, et dans cette petite zone, on a réussi à créer du flou en faisant des mouvements. Imaginons que j'ai un instrument qui du coup me donne avec un temps d'exposition qui est plus grand. Du coup qui va créer moins de flou. Et d'ailleurs, on pourrait imaginer, alors je sais pas si c'est réaliste, hein, mais des caméras événementielles là-dessus, et, et du coup là, j'aurais pas de flou du tout. Mais en fait, le flou, ça reste quelque chose qui, dans tous les cas, est créé par des mouvements brusques. C'est-à-dire, imaginons, j'ai une caméra qui a un meilleur temps d'intégration, mais que je considère de pouvoir faire un mouvement satellite sur une plage d'images qui est plus grande que ce que j'ai considéré. Je vais aller plus vite, donc à un moment donné, je vais créer du flou, et à un moment donné, je pourrai le contraindre grâce à cette contrainte prédictive qui forcément s'adaptera, voilà, en fonction de. Du coup, ça vient à une conclusion que je fais. Ça met en jeu du coup la modélisation du flou qu'on prend, et celle-ci, il faut qu'on essaye d'être le plus réaliste possible. Mais par contre, cette modélisation s'adapte totalement au système. Et d'ailleurs, on a essayé du coup de l'appliquer au robot AFMA avant petit problème. Et du coup, on a vu qu'on arrivait quand même à créer du flou même sur la fin. Donc, D'accord. Alors, là, actuellement, ta contrainte de flou, tu l'appliques à la totalité de l'image? Non, je l'applique je l'applique sur la zone où je considère la contrainte la métrique, pardon, la métrique de netteté. Ok, d'accord, donc j'avais mal compris, effectivement. Et je me suis interrogé sur pourquoi pas avoir refait justement l'expérience avec le drone, où il y avait peut-être facilité entre guillemets de créer du flou. Ouais. Alors, je dirais, ça aurait été bien, mais c'est juste que du coup, ces expés là que vous voyez sont arrivés il n'y a pas très longtemps. On les a fait il n'y a pas très longtemps du tout. Et surtout, on a au niveau des moteurs qui sont en jeu pour bouger la panne tilt, on en attend des nouveaux parce qu'il y en a un qui est pas cassé mais légèrement qui bute un petit peu en fait. Du coup, on n'aurait pas atteint des très belles performances entre guillemets. Bon, après, je dirais c'est un système réel, c'est comme ça. Mais en fait, là, le souci avec le drone, c'est que oui, j'aurais pu créer du flou avec des mouvements de translation, mais là vraiment, on est sur l'idée d'essayer enfin, c'est plutôt les mouvements de rotation qu'on essaie de contraindre. Donc, au final, je pense que la FMA est une meilleure, et dans un premier temps, une meilleure expérimentation pour répéter l'expérience plus facilement. Puis un drone, c'est pareil, ça vibre beaucoup. Bon, il y a des solutions qui existent. J'aimerais avoir le temps de m'en préoccuper. Mais du coup, voilà, pourquoi on n'a pas. D'accord. Alors, j'ai une dernière question. Justement, ce flou, bon, tu l'as caractérisé à partir d'un noyau, etc. Ouais. Donc la démarche est très intéressante et je me suis dit peut-être que là, c'est toujours la question IA, est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre la netteté et à partir du contenu de l'image, avoir directement une mesure de cette netteté
Alors, Avoir une IA qui sert. alors c'est une bonne question, mais dans tous les cas, ma question, ce serait, du coup, je repose une question. D'accord. Euh, en fait, je pense que tout dépend quelle IA déjà, et surtout, je ne sais pas s'il y parviendrait en ne lui donnant que des images floutées et des images nettes, parce qu'à un moment donné, il va devoir faire des mesures, et qu'est-ce qu'il va mesurer? Si, encore une fois, si on considère que la netteté, c'est quelque chose qui est relatif à des gradients de pixels comme nous on a fait, euh, effectivement, je pense il pourra peut-être s'en sortir, elle pourra peut-être s'en sortir, intelligence artificielle. J'avoue que non, j'ai pas la réponse, je sais Ça pas. pourrait être un apprentissage en fonction aussi de la réussite de l'asservissement visuel qui donne une sorte de critères de validation, s'il est trop flou, c'est pas assez flou. D'accord, je vois. Ça paraît pas si simple que ça à mettre en œuvre, dans le sens où je pense que la première chose qu'il fera, si j'ai une image nette, c'est c'est bon, je bouge plus, du coup mon image elle est nette, du coup j'ai accompli ce que je voulais faire. Si on disait qu'il a deux tâches à accomplir, est-ce qu'il obtiendrait pareil que nous? C'est une bonne question. Je sais pas, mais effectivement ça peut s'étudier, ouais. Limite ça me fait penser à... Non, je vais pas dire de bêtises, mais ça me rappelle un petit peu En gros, si l'objectif principal, typiquement sur des asservissements visuels, où l'idée c'était de... Donc il y a des travaux des anciens doctorants d'Eric qui ont bossé sur la minimisation du flou gaussien, et l'idée c'était vraiment de dire, je veux que ma métrique soit maximisée, mais ça me donnait ma tâche ensuite de positionnement. Mais il n'y avait pas maximiser la métrique plus la tâche. C'était la tâche en elle-même, c'était de maximiser la métrique et ce qui produisait ce mouvement. Donc, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe là. Dans ce cas de figure-là, je pense qu'effectivement, si on dit juste minimise du coup le flou, probablement qu'on obtiendrait des mouvements, probablement qu'on réussirait à faire la tâche. Je dirais que ça devient peut-être plus compliqué si jamais j'ajoute plein de contraintes. Après, je sais qu'il existe des manières d'ajouter de l'IA au modèle prédictif, aux approches QP, donc probablement. Ouais, faudrait regarder. D'accord. Ben, merci beaucoup pour le travail et pour l'ensemble de tes réponses. Merci beaucoup. Parfait, parfait. Donc, je passe la parole à Guillaume. Merci. Oui, si, ça marche. Merci, Monsieur le Président. Merci, Maxime, pour ta présentation. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais je tiens à te féliciter pour la présentation. Je l'ai trouvée très, très claire, très dynamique, très pédagogique. J'ai beaucoup apprécié. Merci. Alors d'autant plus que j'ai eu la chance de faire partie de ton CSI, donc j'ai vu l'évolution de ton travail, donc c'est très agréable de voir la présentation aujourd'hui. Un mot sur le manuscrit aussi que j'ai trouvé très, très agréable à lire. Donc, super. Alors j'ai des questions techniques, peut-être une remarque un peu plus générale dès le début là, c'est sur la façon dont tu as validé tes résultats. Oui. Alors je trouve que ça reste des simulations, mais c'est des simulations qui sont à mon avis très réalistes. Alors c'est quasiment impossible de faire des manipulations en thèse sur ce genre de système robotique. Mais la façon dont tu les as menés, je trouve que c'est très bien. C'est très réaliste, ça se rapproche beaucoup du système réel. Et je trouve que c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a un gros travail là-dessus. Alors j'ai quelques questions sur les deux parties. La première, c'est sur le modèle du satellite. Oui. Il sort d'où ce modèle? C'est Airbus qui te l'a donné, oui. Et donc il y a eu des identifications de fait sur le système réel. Des échanges avec un ingénieur, donc Kristen, que je cite, qui est d'ailleurs un des auteurs du second papier, des échanges sur la fonction de la place et sur l'identification des différents paramètres. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que ça correspondait parfaitement, mais c'était logique, au modèle du satellite Pléiade, qui considérait du coup... en fait, nous, ce qu'on avait comme information, c'était plutôt, sachez que si vous envoyez vos consignes, nous, notre satellite, il va répondre avec une bandwidth, une fréquence du coup de 0,5 Hz,
Et du coup, donc voilà, déjà dans un premier temps. Donc ensuite avec François, on a fait différents modèles en testant plusieurs choses. On les a présentés. Et du coup, ils ont fait oui, effectivement, ce système est très cohérent et du coup, on va conserver lui pour la suite. Donc oui, identification des différents paramètres du coup de la fonction de la place. Ok, merci. J'ai une question sur tes résultats je pense que c'est sur le slide 23. Alors c'est quand tu fais donc c'est sur les résultats expérimentaux avec les courbes. Hein. Oui. Oui. Voilà. Absolument. Ce 4 secondes là, il m'interpelle à chaque fois. Oui. C'est toujours 4 secondes, quelles que soient les simulations et quelles que soient les vitesses. Est-ce que c'est une coïncidence C'est environ 4 secondes. C'est pas une coïncidence, c'est comment en fait on a réglé. Enfin, c'est une résultante en fait de notre système où on a considéré du coup des gains adaptatifs à la fois sur le lambda mais également sur le mu de l'intégrateur. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, vu que ce gain ne change pas et qu'on considère que on a considéré du coup que les vitesses donnaient des trajectoires qui restaient dans mon plan image. Dans ce cas de figure-là, la tâche de centrage, elle s'effectue tout le temps du coup. Alors, elle ne s'effectue pas vu qu'elle ne centre pas, mais elle aura toujours une première convergence en environ 4 secondes qui correspond en fait à l'affluence de l'asservissement, enfin du terme pour décroître cette erreur. Et ensuite, là, je le dis pas, mais j'ai une courbe à côté qui, en fait, montre à quel moment je centre, du coup, je finis par centrer. Et effectivement, je centre pas en aussi longtemps à chaque fois. C'est-à-dire que plus j'ai une vitesse propre qui est forte, plus mon erreur de traînage est forte, et donc mon asservissement, en fait, c'est comme si, je vais peut-être dire une bêtise, mais je vais le dire quand même. C'est comme si je recommençais un asservissement et que mon gain, mon intégrateur ici, faisait l'office de ma tâche de centrage à son propre gain du coup et va commencer à un gain faible, puis un gain beaucoup plus fort à la fin. En fait, je me suis posé la question de savoir si c'était pas à ce moment-là que l'intégrateur était mis en route, mais non, il y est dès le début. Alors, il y est dès le début, ouais. Il y est dès le début, mais avec une influence qui est faible, due à sa nature déjà, parce qu'il prend les erreurs petit à petit. Et il a une influence plus importante du coup. D'accord. Ok. Un mot, oui, ici j'avais noté. Oui, un mot sur la gestion des contraintes. Alors tout à l'heure, on parlait de l'apprendre directement dans le problème QP et que ça aurait été peut-être plus simple. Moi, je vais aller dans le sens inverse. Je trouve que c'est très bien de les avoir écrites, ces contraintes, de l'avoir montré que tu pouvais le découpler analytiquement. Je trouve que c'est beaucoup plus élégant mathématiquement de les voir écrites et de bien pouvoir les prendre en compte plutôt que les jeter dans une boîte. Donc franchement, j'ai trouvé ce point-là important, intéressant. Je passe sur la partie 2. Alors, la partie 2, c'est le flou. Alors, c'est une partie que j'ai beaucoup aimée aussi. Et alors, je suis un peu frustré j'aurais peut-être aimé que tu puisses aller plus loin là-dedans. Surtout en termes d'application. On reviendra après sur cette partie-là. Juste une question déjà, pourquoi tu prends que la tâche de centrage et tu prends pas l'orientation dans ton problème là Alors, pour deux raisons. La première, c'est que vu qu'on considérait que, en fait, on a identifié que c'était la tâche de centrage qui provoquait le plus de flou pour cette raison. La seconde, c'est que, en fait, si on considère, alors, je dis pas de bêtises. Alors, j'ai souvenir. Je réfléchis. Vas-y. En fait, je pense que si jamais on aurait rajouté la tâche d'orientation à ça, alors c'est une idée qu'on pourrait faire, je pense. Mais si on l'a rajouté, je suis pas certain. Enfin, je suis pas vraiment certain de qu'est-ce qui va se produire en fait sur notre asservissement, dans le sens où peut-être que la tâche d'orientation va provoquer peut-être du bruit dans l'accomplissement de ma tâche de centrage. Mais franchement, je suis pas certain. Moi, je me souviens surtout, enfin, j'en suis sûr, qu'on l'a pas considéré parce que au tout début, l'idée c'était de considérer également la direction du mouvement, et là, considérer la tâche d'orientation avait tout son sens. Le souci, c'est que on s'est rendu compte que nos méthodes pour calculer
ce jacobien relatif à la direction. C'était des méthodes qui étaient bien plus compliquées que juste notre jacobien JL. D'ailleurs, je peux peut-être montrer cette slide vu que j'ai en annexe. Excusez-moi. Alors par contre, j'en ai beaucoup. Du coup, je vais faire comme ça. Excusez-moi. Alors, où est-ce qu'il est? Ici. C'est celle d'avant. Ouais, voilà. Voilà. Du coup, GL donc, va dépendre directement de S, mesure dans l'image, et de L, donc estimation qu'on va faire, en se basant sur les vitesses caméra et le modèle. Donc ça nous permettait d'avoir JL de manière très précise. Le problème, c'était le J alpha, qui en fait va être obtenu grâce à une dérivée en fonction du paramètre alpha sur les gradients en U et en V. Et en fait, faire ça, c'est pas du tout. Enfin, c'était très dur de le trouver de manière analytique. On a finalement abouti sur une formule en faisant une estimation. On trouvait des résultats plutôt cohérent, mais le problème, c'est que quand on la mettait en tant que contrainte prédictive, ce qui se passait, c'est que, franchement, on n'observait pas forcément des meilleurs résultats. On observait que du coup, la trajectoire était plus en ligne droite, qu'on trouvait que c'était du coup un peu plus invasif parce que ça dénaturait totalement la nature de l'asservissement, et ça améliorait pas forcément la netteté plus que ça. On voyait que du coup, cette optimisation sur la direction provoquait parfois des petites chutes de netteté. Et je dirais que c'était plus difficilement explicable en fait. Donc en fait, le fait de ne pas avoir considéré l'orientation et à la fois l'optimisation sur cet angle-là, elle est très liée finalement. Mais encore une fois, ça pourrait être du coup intéressant d'essayer du coup ce système avec du coup la tâche d'orientation et vérifier. Déjà, je pense que dans tous les cas, ça marchera pas aussi bien. Bien sûr, il va y avoir des bruits qui vont être créés à cause du mouvement selon l'axe Z. Mais bon, tout ça, c'est assez robuste, donc je pense que ça peut marcher. Ok, merci. Oui, pareil, une petite question rapide. Donc, tu proposes, enfin, tu présentes deux méthodes pour évaluer la netteté dans l'image. Tu balayes rapidement la première en disant qu'il y a des problèmes de temps de calcul. Est-ce que tu t'es quand même intéressé, simplement par curiosité ou par simulation, à voir les différences de performance entre les deux approches, juste pour être capable de dire que tu as des approches identiques où la première est quand même vraiment plus performante, mais que de toute façon, elle n'est pas implémentable en temps réel dans ton cadre applicatif? Je dirais qu'en fait, il y avait les approches pionnières de la déconvolution. Ils obtiennent des résultats vraiment. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Par contre, les temps de calcul, je dirais qu'on est on est de l'ordre de la seconde. Alors, ce qui est énorme pour une déconvolution, hein, mais après, je m'avance pas trop sur le temps de calcul parce que ça veut tout et rien dire. Je pense si jamais on l'applique à des gros systèmes et tout, mais encore une fois, pas sûr qu'on ait ça sur satellite. Je dirais les approches par IA, elles sont intéressantes dans ce sens-là, parce qu'à mon avis, elles sont plus rapides que les premières approches par déconvolution. Enfin, dans tous les cas, ça revient à une déconvolution, mais ils la font différemment. Mais du coup, il faudrait pouvoir entraîner tout ça. Et là, on va peut-être être en manque de données dans notre cas de figure. Bon, après, on en a. Ça aurait été, ouais. Alors, on n'a pas essayé de les mettre en œuvre, c'est vrai. Tu as évoqué rapidement le cas du MPC. Alors moi j'aime bien le MPC, donc je vais revenir un peu dessus, mais je pense que c'est une bonne idée peut-être, parce que comme tu as une dynamique, tu parlais des problèmes de dynamique à l'instant T, oui. Peut-être essayer de propager la prédiction sur un horizon, alors pas forcément long, parce que tu vas être embêté sur tes temps de calcul, mais peut-être ça pourrait être intéressant de voir comment ça se passe au niveau de la commande quand tu propages sur une demi-seconde ou une seconde. Peut-être ouais. Ça pourrait être Alors, je suis plutôt d'accord. Surtout que tu as le modèle, a priori, tu as tout. Alors, j'ai le modèle. Si tu l'as sur le coup d'après, a priori, tu peux continuer à itérer sur 3-4 échantillons. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Après, je sous-estimerai pas le coût que ça peut avoir de simuler des images floues.
Mais par contre, je suis d'accord, et puis on en parlait avec François un peu plus tard qu'hier, que c'est possible juste de considérer tout ça d'une manière glissante, quoi. Donc voilà. Après, donc je reviens. Est-ce que tu peux me rappeler la fin de ta question? Oui, non, mais c'était pas une question, c'était une remarque. Moi, je pense que l'aspect prédictif et l'aspect horizon, à mon avis, te permettrait peut-être de mieux intégrer ces contraintes sur 3-4 échantillons plutôt que de faire vraiment au coup d'après. Alors si c'était ça que je voulais dire, je suis d'accord. Après, c'est vrai que, bon, pour être tout à fait honnête, je commence à bien toucher à l'optimal quadratique. Et il manque encore quelque chose pour le modèle prédictif. Non, mais Et pareil, au niveau de l'implémentation, enfin, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à trouver des bons QP qui pouvaient bien s'instancier avec Visp. Bon, Visp, enfin, les QP, ça a été. Mais comme on en avait discuté, j'étais tout de suite, j'ai voulu partir sur des approches prédictives puissantes avec Akados et tout. Enfin, j'avais du mal à comprendre. Donc c'est vrai on est d'abord parti sur ça. Ça reste dans ma tête. C'est vrai que je pense que regarder l'horizon plus grand pour avoir une commande qui soit plus smooth sur l'horizon. Oui, je pense que ça me paraît évident que c'est la suite logique de ce travail. Surtout avec la contrainte prédictive, en fait. Alors, j'en arrive à la partie application. Pascal en a parlé brièvement tout à l'heure sur la partie drone. Je pense que c'est une super idée, en fait, parce que ça te permettrait, à mon avis, de donner une dimension encore plus grande à ton travail. Là, tu es vraiment contraint par l'application. Être capable de montrer que tu peux intégrer la perception à l'action sur un drone en asservissement visuel au travers de la contrainte de ton déplacement pour garder la netteté de l'image, je pense que ça serait vraiment, c'est à mon avis une super idée. Je connais pas beaucoup de travaux là-dessus et clairement, je pense que ça pourrait être super intéressant. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, je suis d'accord. Après, il y a eu quelques travaux qui ont été faits par l'équipe de David et Scaramoussa sur ça, forcément. Après, la petite différence avec nous, c'est que du coup, ils considéraient donc ils font ça. Ils ont donc ça s'appelle PA-MPC, Perception Aware. Tu dois connaître la publication. Et du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'en plus de leur fonction de coût pour la trajectoire, ils intègrent une fonction de coût de perception. Et dans la perception, une projection des landmarks dans le plan image et une prédiction du coup de la vitesse relative de ces landmarks. Le truc, c'est que du coup, ils considèrent le flou comme uniquement une vitesse projetée, là où on dit c'est forcément une vitesse projetée, mais c'est aussi une vitesse projetée qui provoque du coup une influence dans l'image, une influence qu'on arrive à mesurer. Du coup, c'est surtout ça la différenciation, et aussi également, eux, ils considèrent que c'est dans la fonction de coût pour le MPC, ce qui me semble être vraiment une bonne idée pour assurer le temps réel. Parce que la contrainte, forcément, si on la met très très très, très forte, peut-être que ça peut être très contraignant pour le QP. Bon, on n'a pas vu ça, mais peut-être. Du coup, nous, on la propose vraiment en contrainte. Donc, je suis d'accord sur l'application pour les drones. Il faudrait tester. Et à mon avis, si l'idée c'est de le mettre en plus d'une trajectoire qui est déjà simulée par MPC, par exemple, il faudrait s'interroger sur comment la contrainte, enfin, peut-être faire en sorte que la contrainte puisse être plus ou moins désactivée. Dans le sens où, par exemple, du coup, David et Scaramoussa, ce qu'ils font, c'est que, vu qu'ils la mettent dans la fonction de coût, si jamais ça rentre trop dans la trajectoire initiale, alors le flou n'est pas forcément optimisé. Ils observent globalement que leur trajectoire simule moins de flou, enfin, provoque moins de flou, mais à aucun moment ils peuvent dire ah bah là je veux qu'il n'y ait pas du tout de flou parce qu'ils le mettent dans la fonction de coût. Alors que nous on pourrait le faire, mais pas sûr du coup si jamais on le dit je veux pas du tout de flou, ça risque de marcher, mais par contre sûrement avec des trajectoires qui vont être beaucoup moins agressives et donc voilà ça se questionne, mais c'est des gains. Après tu es sur de l'asservissement visuel, donc si tu peux plus faire ton feedback de toute façon. Non, bien sûr. On peut y aller de manière un peu plus douce, mais arriver à l'objectif plutôt qu'être obligé d'arrêter la tâche parce que tu n'es pas capable de faire le traitement d'image derrière. Ouais, donc je suis d'accord. Dans le cadre asservissement visuel, je suis d'accord. Ok, peut-être une dernière petite question. Donc, en fait, là, tu as servi un seul satellite. A priori, il y aura une flottille. Ouais.
Bon, tu en as parlé rapidement, mais c'était quand même une question que je voulais te poser. Est-ce que tu as pensé un peu à cette extension en flottille? Alors, il faudrait commander quoi? La flottille, il faut d'abord contrôler un satellite et puis ensuite envoyer des informations au deuxième qui envoie des informations au troisième en fonction du mouvement de la cible, si par exemple la cible est mobile. Oui. D'un point de vue un peu au niveau ou général, comment tu verrais ça? Plutôt commander un par un, plutôt commander en flottille? Alors, tout dépend l'application. Je pense, et je pense que Renaud pourra compléter, la constellation Lion, il n'y aurait pas d'intérêt, je pense, à la contrôler en flottille, parce que les satellites vont être très loin les uns des autres. En revanche, les commandes distribuées pourraient marcher dans le cadre où, encore une fois, ce que je présente ici, mais on n'est pas obligé de regarder des satellites, on peut regarder d'autres objets sur Terre. Ce que je dis, c'est que c'est plutôt, enfin, cette application sur des objets terrestres, on va dire, ça marcherait pour des objets qu'on sait qu'ils vont pas avoir des changements de trajectoire brusques, par exemple des bateaux ou des choses comme ça. Donc là, oui, on pourrait dire au second satellite qui va arriver dans un instant d'après, ah bah là, je l'ai vu qu'il partait dans cette direction, donc avec une commande distribuée, commençait déjà à bouger avant même de voir l'objet, en simulant du coup les visual features, ou juste en simulant la commande. Donc ça, c'est dans le cadre observation des objets. Par contre, le cadre flottille m'intéresse beaucoup, mais je pense que alors, si on l'applique à l'asservissement visuel, il serait vraiment intéressant si jamais on considérait que les satellites sont très proches l'un d'eux, forcément, pour faire une flottille, et observer en fait un objet. Et une des problématiques du contrôle, de l'observation spatiale, c'est que des fois on a du mal à traquer le satellite. C'est difficile de traquer en fait l'objet du satellite parce que à cause des problèmes d'éclairage, d'occultation en tout genre. Donc faut trouver des méthodes bien pour le faire. Moi ce que je disais c'était que si jamais c'est un problème d'éclairage, peut-être que plusieurs points de vue ça peut améliorer la chose. Mais on va dire que dans le cadre des satellites Lion, en flottille c'est sûr que non. Après, je sais qu'il y a des boîtes qui travaillent sur des flottes de satellites, du coup, mais des micro-satellites encore, donc plus petits que les nanos, non, plus grands que les nanos, donc plutôt des nanosatellites, pardon, donc des CubeSats, des choses comme ça, qui eux, c'est pas si, on va dire, on peut les imaginer en flottille autour d'un objet d'intérêt. Et là, oui, je me dis que des commandes, donc qu'est-ce que je devrais commander à ce moment-là? Pour le coup, alors ma connaissance dans les flottilles, ça va être de dire que je sais qu'on peut commander la formation, le centre de la formation, sa position. Donc je pense que c'est une bonne idée de se baser sur les travaux qui ont été faits déjà sur les drones et d'autres multirobots, surtout que j'ai pas mal de collègues qui bossent là-dessus à l'INRIA. Après, c'est vrai que il faudrait s'interroger sur les contraintes du spatial, surtout la communication entre eux. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Je sais pas. En simulation, je pense que c'est simple. Après, oui, il faut voir. Mais ouais, je pense qu'il y a deux approches. L'approche distribuée satellite qui observe un objet, puis l'autre qui l'observe, etc. Et l'approche flottille qui, pas dans ce cas de figure, mais qui pour moi est très prometteuse. Ok, merci. Eh ben, j'ai terminé. Un dernier petit mot pour remercier Eric et François pour votre invitation. C'est un plaisir d'être là, encore une fois. Et puis, bravo pour ton travail, Maxime. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est Renaud, si tu nous entends. J'espère. Est-ce que tu es là? Oui, oui, bonjour. Oui, parfait. Oui, bonjour, bonjour. Donc, voilà, c'est à ton tour de poser des questions. D'accord. Alors moi, je vais pas avoir beaucoup de questions parce que j'ai quand même bien suivi le sujet depuis 3 ans. Mais bon, d'abord, je voulais dire que c'est peut-être donner un petit peu de contexte et répondre en quelques secondes aux quelques petites questions qui tournent un peu plus autour des satellites. Donc, dire que c'est quand même c'est un travail important dans un pas important dans quelque chose qui est quand même futuriste, dans le sens où c'est quelque chose qui n'existe pas encore vraiment, en tout cas dans le civil. Donc l'objectif d'avoir un satellite qui arrive à être autonome, qui peut décider lui-même de traquer un objet et ensuite d'envoyer ces informations à un autre satellite ou au sol.
Et dire que c'est quand même beaucoup plus difficile de le faire avec un satellite qui va à 700 km/s, avec des cibles qui ne sont pas obligatoirement faciles à détecter, à traquer, etc. Voilà. Juste les puissances, juste un mot sur la puissance de calcul à bord. Maintenant, les satellites ont vraiment des puissances de calcul importantes, même si c'est pas encore équivalent à des serveurs au sol, mais voilà, donc pour les lois de contrôle un peu compliquées, des algos de détection, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Au niveau des fréquences, il y a juste la différence entre la fréquence de contrôle, enfin, le contrôleur, les entrées du contrôleur et tout le contrôle à bord du satellite, il est fait autour de 16 Hz, même 32, ça dépend. Mais en revanche, c'est la bande passante, c'est-à-dire que le satellite, on ne le fait pas bouger, on le fait bouger lentement. Ça dépend des modes, évidemment. Il y a des modes où on peut le faire bouger plus rapidement, mais voilà. 0,5 Hz, c'est un mode où on le fait bouger pas trop vite. Et comme en fait, il est loin de tous les objets, les rotations qui sont induites vont de toute façon être quand même assez faibles. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir une fréquence si importante. Et en revanche, la fréquence de 5 Hz, c'est la fréquence de l'image qui donne l'information visuelle. Et donc, c'est un détecteur qui actuellement fait une image tous les 5 Hz, enfin 5 images par seconde. Et normalement, ça suffit pour suivre la plupart des objets qu'on peut imaginer, dont a parlé Maxime, hein, les avions, d'autres satellites, des voitures, etc. Et encore un petit point sur le flou. Le flou, c'est essentiellement, donc Maxime l'a dit, mais je le redis parce que peut-être que c'est vraiment le flou de bouger qui est important. Évidemment, les satellites, comme quelqu'un l'a dit, là, les satellites ont des images qui sont très nettes, hein, enfin, qui récupèrent toute l'information disponible. Mais en revanche, c'est le flou de bouger qui, lui, va dégrader cette image. Et ce flou de bouger, ben, en fait, il est très facile à estimer dès qu'on connaît la rotation, en fait. Le point visé par le satellite, si on se déplace pendant le temps d'intégration de plus de 1 pixel, on sait qu'on va avoir un flou de bouger qui va nous faire une dégradation de FTM de 36%, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on peut estimer, et c'est pour ça que Maxime l'a pris en compte comme il n'a pas eu besoin d'utiliser une estimation de flou très compliquée. C'était juste pour dire qu'on n'a pas besoin normalement de se focaliser sur une estimation de flou compliquée. On peut vraiment utiliser des formules simples. Voilà, ça c'était juste pour répondre rapidement à quelques petites questions. Maxime l'a dit, moi je ne suis pas un expert d'automatique et de contrôle, hein, moi je suis dans le traitement d'image. En revanche, c'est Christine Lagadec, l'expert d'Airbus, qui a aussi suivi les Maxime et qui lui a donné pas mal d'informations sur ces aspects-là. Donc voilà. Et puis moi je voulais dire que moi, Maxime, j'ai trouvé que tu avais une bonne compréhension du contexte, tu avais vraiment envie de comprendre vraiment les satellites, le principe d'acquisition, le contrôle, les lois de contrôle particulières, etc. Tu as pris en compte les différents problèmes avec rigueur et créativité, je trouvais, tout en ayant vraiment l'aspect théorique, mathématique, l'aspect robotique aussi, arriver à faire tourner les robots, mettre en œuvre des tests. Donc ça, moi j'ai trouvé que c'était, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Et puis je voulais dire que j'ai vraiment apprécié beaucoup de travailler avec vous, donc avec Maxime, mais aussi avec Eric et François, et de vous accompagner pendant ces 3 années. Voilà. Et donc juste pour dire, ces travaux, c'est des travaux qui sont futuristes, mais qui vont sans doute être utilisés. On va continuer à y travailler, en tout cas de notre côté, et le travail de Maxime ne va pas être inutile, en tout cas. Voilà. Merci Renaud pour tes belles paroles et pour toutes les explications que tu as pu apporter. Donc maintenant c'est plus clair, je pense aussi pour le jury. Donc je passe la parole maintenant au directeur de thèse. Je commence par Eric.
Merci Paolo. Ouais, moi je vais pas avoir de questions bien entendu. Je voudrais remercier d'abord les membres du jury d'avoir fait le déplacement ici. C'est pas toujours facile, donc en temps et tout ça. Merci beaucoup. Je voulais dire que le traitement d'image, c'était pas le sujet de ta thèse, a priori, donc tu as utilisé des choses qui étaient faites sur étagère. Alors moi j'étais un peu déçu, j'aurais bien aimé faire un peu plus de traitement d'image, mais au bout du compte, j'ai trouvé que tout ce que tu as fait sur le flou, qui finalement utilise un peu de traitement d'image, les gradients dans l'image, c'est compliqué. Je trouve que c'est une très belle contribution et comme l'a dit Guillaume, je pense que sur des drones ou sur des avions avec des boules optroniques, ça pourrait être aussi très utile. Comme l'a dit Renaud, pardon, t'es passionné d'astronautique, hein, ça se voit. Moi aussi, un petit peu. Et puis j'espère que ça t'a permis de voir un peu plus de manière concrète comment ça a fonctionné. Alors, tu as amené notre responsable d'équipe pour acheter un satellite. Ça va pas se faire dans les 15 jours. C'est ce que demande le reviewer de RAL, de faire des expériences en direct, en vrai. Donc ça va pas être gagné dans les 15 jours qui viennent, hein, oui. Mais on va essayer. Surtout qu'on a cassé le robot, du coup. Ouais. Voilà, donc pas grand chose d'autre. Tu nous feras la biche après. Merci beaucoup en tout cas pour ces 3 ans. Merci Eric. Ok, c'est François maintenant. Merci. Beaucoup de choses ont été dites déjà, donc je voulais remercier Pascal, Viviane et puis Guillaume. Ils ont bien lu ton manuscrit, hein, ça se voit vu les questions qu'ils t'ont posées. Ils ont pointé là où ça faisait mal. Je voulais aussi énormément remercier Renaud pour son suivi au cours de ces 3 ans. Nous, des fois, on se demandait si on se faisait pas plaisir. Et donc, tu étais là pour nous dire non, vraiment, les contraintes, c'est ça, les choses. Et vraiment, ça nous a été très, très utile pour ne pas que se faire plaisir. Je voulais aussi, peut-être dans le contexte général, hein, le projet BPI Litchi, c'est 9 thèses INRIA qui sont suivies par Airbus Defence and Space. Je pense que toi, à titre personnel, t'en suis 7. 5. Bon. Et c'est aussi pour ça que je ne suis pas là aujourd'hui. C'est parce que la semaine dernière, j'étais donc à Rennes. Oui. Et j'explique pour les autres membres du jury, évidemment. J'étais à Rennes la semaine dernière pour la soutenance de 2 thèses et je ne pouvais pas revenir plusieurs fois. Donc. Oui. Mais enfin, je dirais toi, tu suis 5 thèses, mais il y en a globalement 9. Oui, tout à fait. Donc c'est une collaboration importante, hein, entre INRIA et Airbus, qui je pense vraiment au nom d'INRIA a été vraiment très très satisfaisante pour tout le monde, les Rennais, mais aussi les autres. Donc on peut espérer que ce type de collaboration se continue. Oui. Et puis sinon, je vais me rapprocher un petit peu de toi maintenant, Maxime. J'avais envie de répondre à la question de Viviane sur pourquoi pas un QP au début. Parce que, tu l'as la réponse, tu nous l'as dit déjà, mais aujourd'hui, je sais pas, avec le stress ou je ne sais quoi, ça c'est pas sorti. Et donc Guillaume a très bien répondu. Je trouve que faire appel à l'intelligence humaine de temps en temps, même si ça devient rare encore, je trouve que quand on peut, c'est bien. Donc voilà la réponse. Et sinon, Renaud a parlé de la fréquence des 5 Hz. Alors moi, en tant que roboticien qui vais d'habitude à 50 Hz, on peut aller vite, on peut mettre des gains à fond, c'est super, ça marche. Là, en fait, quand on voit les résultats, on se dit oh là là, qu'est-ce que ça converge doucement. Mais à 5 Hz, on peut vraiment pas faire n'importe quoi. T'as un travail méthodologique fort. Tu as aussi un petit travail d'ingénieur de réglage des gains qui était là. Ça demande du temps, ça demande surtout une très très grosse expertise. Donc je ne vais pas revenir trop sur tes qualités scientifiques, je pense que ta présentation nous l'a montré. Je voudrais revenir sur tes qualités humaines qui sont
qui sont très particulières. Et vraiment, c'est un vrai travail, un vrai plaisir de collaborer avec toi, de travailler avec toi. Et alors, Eric a parlé de la biche, et donc pour ceux qui ne savent pas ce que la biche veut dire, je pense qu'il faut quand même dire que tu étais finaliste au niveau national de ma thèse en 180 secondes, ce qui a dû te prendre du temps, mais je pense qu'elle était une très belle satisfaction pour toi, et puis pour le labo aussi, ma foi, ça fait pas de mal, ce genre de reconnaissance. Voilà, merci, bravo. Merci beaucoup pour ça. Voilà, donc c'est à mon tour. Moi, j'ai juste une question, ça plus une curiosité. En fait, je me demandais quand tu montrais ces images, mais s'il y a des nuages, comment tu fais? Oui. Est-ce que c'est un souci ou pas? Donc c'est une contrainte qui devient une contrainte dans l'image, quoi, hein, plutôt une contrainte sur les traitements. Là, c'est vrai qu'on a considéré qu'on avait des images, les images parfaites obtenues par Pléiade, hein, donc là, après, on peut voir des images sur des nuages sur certaines de ces images. Non, j'ai pas considéré ça. Par contre, un truc que j'ai considéré, j'étends, c'est qu'à un moment, les dernières images que tu m'avais envoyées, Renaud, c'était sur le dépôt à Tarragone, et tu m'avais dit que du coup, elles étaient pas recalées, parce que du coup, il y a un post-processing après qui les réaligne bien. Et du coup, ce qui se passe, c'est que sur une de ces images, j'avais un saut qui faisait que là, j'avais vraiment une différence entre l'image que j'obtenais et l'image d'après. Il y avait une différence dans l'image d'environ une centaine de pixels. Et du coup, ça mettait à mal l'algorithme de tracking qui s'attendait à la voir en face de lui, et en fait, elle était plus haute. Mais encore une fois, c'était une problématique algorithme de tracking, et on voyait bien que l'asservissement suivait sans problème cet écart. Du coup, si on avait la question du nuage, ça serait problématique si elle occultait la cible, je pense. Du coup, il faudrait faire comme on a dit, essayer de savoir qu'elle va réapparaître après. Mais encore une fois, c'est une contrainte de l'image avant tout, je pense, et pas une contrainte de l'asservissement de manière générale, à mon avis. Oui, c'est sûr. Voilà, Je me demandais peut-être étendu. s'il y a des caméras qui peuvent voir au-delà des nuages. Oui. Après, c'est vrai que là, on a considéré plutôt d'acquérir sur l'image. Si je dis pas de bêtises, mais là, Renaud, faut que tu me suives. Sur les lions, je crois que c'est de l'hyperspectral. Ils font si je dis pas de bêtises. Et du coup, il y a une bande d'infrarouge en plus de la bande colorée, et ils recoupent tout en même temps. Du coup, il y a des problèmes de parallaxe aussi quand on va trop vite. Et du coup, je me demande, est-ce que du coup l'infrarouge pourrait pas prendre le relais si jamais. Mais est-ce que l'infrarouge passe les nuages? Moi, je sais pas. Non, l'infrarouge qui est à bord, c'est un infrarouge proche et ça ne passe pas les nuages. Et même l'infrarouge lointain, en fait, l'infrarouge thermique ne passe pas les nuages. Il faudrait à ce moment-là plutôt du radar, donc des micro-ondes, qui, elles, traversent les nuages. Et après, les satellites optiques, ils regardent les images sans nuages, et puis évidemment, quand il y a des nuages, on utilise d'autres moyens. D'accord, merci. Voilà, sinon après, donc je voulais juste commenter un petit peu moi aussi. Donc moi, je n'étais pas un de tes encadrants, mais disons qu'en tant que responsable d'équipe, en tout cas, j'ai un petit peu suivi de loin ta thèse, et j'ai eu le plaisir aussi d'interagir très souvent avec toi, pas dans le cadre de la thèse, mais comme ça, dans la vie du quotidien, je dirais. Et j'ai toujours vraiment apprécié tes qualités humaines que je trouve, voilà, comment je peux dire, au-dessus de la moyenne. C'est vraiment quelqu'un avec un très bon esprit qui a aidé aussi beaucoup dans l'équipe, à organiser plein de choses, à mettre à l'aise les nouveaux, je sais pas, à être toujours présent pour les autres, je pense. Et donc, voilà, j'ai apprécié ces côtés de toi qui va au-delà, disons, des contributions scientifiques. Et je te félicite aussi pour l'exposé qui était très bon et tes résultats. Merci beaucoup, Paolo. Donc, voilà, on va en salle. Alors, j'ai un petit problème pour la salle Belle-Île parce qu'il faudra récupérer Renaud. Pas nécessairement comme il est membre invité, en fait. Ah, d'accord. Oui, ne vous embêtez pas pour moi. Nous, d'accord. Oui. Ok, pardon alors. Par contre, je sais pas si on en a, j'imagine, pour 20 minutes. Ouais. Quelque chose comme ça. Donc, donc on en a pour 20 minutes, Renaud, donc tu peux. Du temps pour rester jusqu'à la.
Ouais, donc soit tu attends la délibération, soit. Oui, oui, je vais soit boire attendre. comme tu- Je Ouais, vais bah, tu peux attendre. prendre un café, quoi. Oui, oui, pas de problème.
Est-ce que tu utilises les mains ou pas? Oui, je pense. Oui, c'est sûr. Ça c'est le texte, c'est là. Ouais, Ok. Ah, je pense que c'est. C'est après. Oui, c'est. D'accord. Je me mets là, mais. Voilà, donc le jury a délibéré. Alors, Maxime Robic a fait... a fait une présentation excellente, bien structurée d'un point de vue didactique et pédagogique. L'introduction a bien présenté les sujets de la thèse, permettant au public d'entrer de manière très facile dans le domaine de l'asservissement visuel appliqué au milieu spatial et à ses contraintes. La partie scientifique de l'exposé a également été bien présentée à l'aide de plusieurs vidéos qui ont permis de mieux comprendre les contributions scientifiques et de les valoriser. Ces contributions ont été validées par de nombreux résultats en simulation et expérimentaux, complétés par un nouveau résultat embarqué sur un drone. Le tout a bien montré l'intérêt et l'originalité de ces contributions scientifiques. Durant l'échange avec le jury, Maxime a montré une compréhension profonde de son sujet et une expertise réelle dans le domaine de l'asservissement visuel sous contrainte. Il a également montré qu'il était parfaitement conscient des limites de ses travaux, ce qui met en lumière sa maturité scientifique. Pour toutes ces raisons, le jury a trouvé la thèse et la présentation excellentes et lui décerne le titre de docteur de l'Université de Rennes. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question bête. Je dois prêter serment et je peux remercier après ou... D'accord, ça marche. Je vais faire comme ça, du coup, parce que les remerciements sont un peu longs, du coup les gens pourront partir quand Ah oui, donc je vais me dépêcher alors. Donc, c'est vrai. Donc, en présence de mes pairs, parvenu à l'issue de mon doctorat, alors là je suis un peu... automatique, robotique, productique, ayant ainsi pratiqué dans ma quête du savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Alors, merci beaucoup. Alors, j'ai écrit mes remerciements hier soir et en fait, c'est un peu le brouillon. Il y en a beaucoup, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel, surtout qu'effectivement, il faut qu'on se dépêche. Dans un premier temps, j'aimerais remercier très sincèrement mon jury dans la globalité pour être venu. On sort de pas mal de tests qui ont été faits en Covid et il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits du coup en visio. Donc je suis très content que l'intégralité de mon jury soit présent. Sauf Renaud, bon voilà, mais Renaud on s'est vu la semaine dernière, donc voilà, c'est cool quand même. J'aimerais remercier Viviane et Pascal pour avoir accepté également de rapporter ma thèse. Je trouve d'avoir proposé des questions qui étaient très pédagogiques et surtout très bienveillantes. J'ai trouvé votre approche très bienveillante et je vous en remercie. Guillaume aussi pour avoir accepté d'être venu et d'examiner ma thèse. Et Paolo, bien sûr, pour avoir présidé mon jury. Je vais étendre un petit peu pour Paolo, parce que il a été aussi un super chef d'équipe durant ces 3 ans. Il m'a fait confiance avec Hélène, que je remercierai après, pour organiser des choses dans cette équipe. Et simplement, pour sa gentillesse, son sens de l'humour légendaire maintenant. J'aimerais remercier l'intégralité de l'équipe Rainbow, donc Eric et François bien sûr, mais je vous garde le mot de la fin, donc voilà. Hélène dans un premier temps pour m'avoir aidé dans plein de situations, grandement facilité les choses. Alors elle est où Hélène? Bonjour, excuse-moi. Et surtout dans les derniers instants où j'avais vraiment besoin de cette assistance. J'aimerais remercier Vincent, je les vois pas. Vincent, excuse-moi. Vincent pour avoir été aussi membre de mon comité de suivi, comme Guillaume, et pour toutes ces discussions toujours très sympas entre 2 temps morts, je dirais. Claudio pour tous ces, alors ça je devrais peut-être pas le dire, mais tous ces before chez lui. Pas que ça, mais merci pour, je vois pas que c'est Claudio. Merci pour m'avoir également offert l'opportunité d'aller présenter mes travaux en dehors de l'INRIA. Ça j'oublierai pas.
J'aimerais remercier Fabien. Fabien, je suis désolé d'avoir cassé le robot. Vraiment, je l'ai pas vraiment cassé. Merci. Je t'ai énormément sollicité, pas que toi, ces derniers temps. Bon, c'est bientôt fini, Fabien, t'inquiète. Et tu as toujours été présent, même pour les questions plus ou moins intelligentes, je dirais, et surtout pour celle-là. Donc, merci pour tout. J'aimerais remercier l'intégralité des autres membres de Rainbow, dans le côté permanent aussi. Alexandre, également Marie, Maude, enfin tout le monde. Je vais pas pouvoir citer tout le monde, mais voilà, sachez que je vous remercie pour ces 3 ans. J'aimerais remercier mes collègues doctorants, postdoctorants, ingénieurs en tout genre. Dans un premier temps, Antonio, qui a géré toute la régie de ma thèse, qui a été présent aussi tout au long pour répondre à plein d'idées farfelues que j'avais et avec qui j'ai beaucoup rigolé. Donc voilà, merci Anto. Merci Sam aussi. Enfin vraiment Sam, bon, je te l'ai déjà dit, mais tu m'as tellement aidé dernièrement. Tu m'as vraiment fourni un soutien sur ces dernières semaines, mais à tous les niveaux, que ce soit sur le code, sur la soutenance hier à 16h, sur tout ça. Voilà. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que tu es de ceux qui facilitent beaucoup les choses pour les autres. Et voilà, merci beaucoup pour ça. J'aimerais remercier donc tous ceux qui m'ont aidé aussi à préparer cette présentation. Je veux parler par exemple d'Esteban, qui fait partie de la team comme Paolo. Je l'entends rigoler à travers tout le labo. Et voilà, donc Esteban, j'espère qu'on... Alors Esteban, excuse-moi, je te vois pas, Esteban, pardon. J'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble, parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de toi et à t'embêter sur beaucoup de domaines. J'aimerais remercier aussi Marco pardon, pour ta disponibilité avec moi, ta passion du foot aussi, passion qu'on partage tous les deux, pas pour les mêmes équipes, mais voilà, moi je me retrouvais avec toi. J'aimerais remercier Thibaut pour toutes ces discussions plus qu'intéressantes. Ça a été un plaisir de croiser ta route. Je pense sincèrement, à mon humble avis, que tu iras très loin et tu feras de belles choses. Et j'espère que je serai toujours dans les parages pour en discuter autour d'une bière ou autre chose. J'aimerais remercier Maxime qui est pas là aujourd'hui, mais pour toutes ces discussions, pour les moments qu'on a passés aussi au Japon, des moments qui restera dans nos mémoires. C'était vraiment un très bon voyage. Mes collègues de 3e année, je me dépêche, François. J'aimerais remercier mes collègues de 3e année aussi. Mais bon, déjà, dans un premier temps, j'aimerais vous dire que je vous ai coiffé au poteau. Je suis le premier. Et ça, voilà. J'aimerais remercier du coup Nicolas, qui on peut le dire, c'est mon compagnon numéro 1 du Tiffany's, mon coéquipier de football et qui a toujours été... oh là là, j'ai trop de trucs, mais tu as toujours été là. Merci beaucoup pour ça. J'espère qu'on continuera à profiter de tous ces moments encore et encore. J'aimerais remercier John également, qui m'aura offert le plus grand fou rire de ma vie au Japon avec ce fameux waouh et qu'on retiendra bien. Et voilà, bien sûr, all the best for the future et surtout pour ce qui arrive bientôt. J'aimerais remercier Fouad qui n'est pas là parce qu'il va soutenir cet après-midi. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la soutenance de Fouad cet après-midi. J'aimerais remercier Lev, mon cher compagnon de bureau, pour avoir partagé cette étape de la rédaction qui n'est pas forcément simple tous les deux. Et c'était vraiment rafraîchissant de t'avoir avec moi. Donc voilà, je remercie également mes autres compagnons de bureau, Thomas, qui a été le tout premier. On a commencé ensemble, on va finir presque ensemble. Donc voilà, qui était aussi mon collègue marathonien. Donc voilà, ça, je tiens à le dire. À Pierre, mon co-bureau ingénieur de luxe, mais surtout une personne en or avec le cœur sur la main qui m'a vraiment aidé dernièrement sur beaucoup de manipulations. Donc voilà, merci beaucoup Pierre. Et aussi ceux qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps, à Danilo. Et bon, je ne vais pas citer toute la smala italienne. Je peux si vous voulez, mais voilà, je remercie Lorenzo, Francesca, Massimiliano, Riccardo et tous ceux qui sont arrivés, qui sont repartis, Tommaso, Salvatore, mais également du coup ceux qui étaient là pendant longtemps et là ils viennent juste de partir, typiquement Elodie avec qui j'ai passé des excellents moments. Voilà, je suis désolé, je vais en oublier. Je vais passer à ma famille et ensuite je finis sur vous, Eric et François, et Renaud. Et Renaud, bien sûr. Donc pour ma famille, toute ma famille déjà, ceux pas présents bien sûr, Christian, Nani, mon père, Lydie, Christophe, Maël, etc. Et surtout une grosse pensée à Marie-Laurence qui m'a beaucoup aidé pendant cette soutenance. Et voilà, je lui souhaite beaucoup de courage.
Excusez-moi. Je vais remercier Caroline pour avoir fait la route et avoir accepté de me soutenir jusqu'ici. J'aimerais remercier Vincent, mon meilleur pote, qui a toujours été là. Je pense que depuis mes années lycéennes, le cadre n'aurait pas été parfait si t'étais pas là aujourd'hui. Donc voilà, merci mon pote. J'espère qu'on continuera à vivre ce genre de moments ensemble. J'aimerais remercier Marie-Valentine, évidemment, la meilleure des petites copines, qui a vu probablement du plus près possible cette aventure qu'est le doctorat avec ses hauts très sympas et ses bas aussi, qui m'a beaucoup ramassé à la petite cuillère parfois et qui m'a permis de tenir dans ces moments difficiles. Donc voilà, merci beaucoup d'être resté à mes côtés et d'être encore là aujourd'hui. Merci à ma petite maman aussi, évidemment, qui là, elle se retient à fond de ne pas pleurer. Merci beaucoup pour avoir... voilà, je pense que je ne peux pas faire mieux pour t'impressionner. Du coup, voilà, il faudra t'en contenter. Voilà, je t'ai toujours dit, ce que je voulais faire, c'était que tu sois fier de moi. Et voilà, j'aurais jamais gravi cette montagne si tu m'avais pas soutenu de toutes les manières, en m'offrant une atmosphère avec Christian, bien sûr, et tout ça adéquate pour que je m'épanouisse. Donc voilà, je sais que mamie voulait un docteur, elle n'avait pas pensé à ce docteur-là, mais bon, elle s'en contentera. Hein. Donc voilà, j'espère qu'on fêtera encore ça et encore. Enfin, j'aimerais remercier mes encadrants, à commencer par Renaud, évidemment. Merci d'avoir fait partie de mes encadrants durant ces 3 ans, de m'avoir permis de faire cette aventure. Je ne sais pas si tu me vois, Renaud, moi je te regarde, mais mais voilà, c'était un plaisir pour moi. Si, je te vois bien. Parfait. J'espère que nos routes vont se recroiser encore dans le futur, comme on a pu en discuter. Voilà, ce serait un plaisir pour moi. Et enfin, je vais finir du coup avec Eric et François. Déjà, forcément, je ne pouvais pas terminer avec qui tout a commencé. Je dirais, dans un premier temps, sachez tous les deux que ça a été un immense plaisir de passer ces 3 ans à vos côtés. C'était plus qu'enrichissant. Et franchement, je me rends compte de la chance que j'ai eue. D'avoir eu 2 personnes comme vous. Bon, j'ai un regret, c'est que je vous ai jamais battu à la course pour aller jusqu'à Supélec en voiture. Ça a été un truc qu'on a essayé beaucoup. Du coup, on sait pas par où vous passez. Enfin, voilà. Ça, c'est un truc qu'on aimerait savoir. Ça fait partie des mystères de l'équipe. Je vais faire juste individuellement. Eric, d'abord, merci pour toutes ces discussions. Tu as pu le citer, on s'est beaucoup retrouvés devant des lancements de SpaceX. On aurait aimé que ça soit des lancements d'une autre fusée, mais peut-être plus tard. Et voilà, merci pour ces discussions, autant professionnellement, mais surtout personnellement parlant. Tu as toujours eu ton bureau ouvert pour moi et tu m'as toujours aidé à trouver le bon chemin, même si ça signifiait parfois me dire quand je me trompais. Et ça m'a fait du bien, je le pense, surtout dernièrement. Et voilà, merci beaucoup pour cet encadrement. Merci François ensuite pour ces moments fort sympathiques, évidemment, passer à tes côtés. Toi aussi, tu as toujours gardé ta porte ouverte, mais c'était plutôt pour que je griffonne des équations douteuses sur ton tableau. Mais tu as toujours accepté d'y répondre, même quand il y avait des erreurs. Merci pour ta proximité, bien sûr, pour ta pédagogie. J'en ai eu besoin. J'ai eu l'impression que je vous ai tous les deux fait arracher les cheveux parfois sur certaines choses, voilà. Mais ce que je ressens, c'est que j'ai beaucoup appris, vraiment. Et je t'en remercie, François, je t'en remercie, Eric, je vous en remercie tous les deux. Ça a été un honneur et une fierté d'être votre doctorant. Et voilà, ça a été aussi un honneur d'avoir marché à vos côtés. Et merci de m'avoir offert cette chance. Merci beaucoup. Oui. Comme tu as vraiment réclamé un satellite. Ne faut pas casser le robot. Merci beaucoup, Eric. C'est un réaliste en plus, hein, je pense. Là, c'est un imaginaire. Hein. Je peux peut-être le monter sur la FMA. Merci beaucoup. Et donc tu fais un pot en fin d'après-midi? Alors oui, pardon, il n'y aura pas de pot là tout de suite parce que du coup, il y a la soutenance de Fouad et du coup, il faut que tout le monde aille à la soutenance de Fouad. Et par contre, il y aura un pot après la soutenance, donc en commun avec moi et Fouad, qu'on préparera avant du coup. Voilà, je ne sais pas à quelle heure, c'est pas possible de dire pour le moment. Je pense à partir de 16h30, 17h minimum.
Donc voilà, merci énormément d'être venus, vraiment. Et venez, s'il vous plaît, au pot. Et venez, s'il vous plaît, ensuite, j'ai réservé quelques bars à la Cabane, à Rennes. Je vais envoyer le GP, mais venez tous. Voilà, qu'on puisse continuer à profiter de ça. Merci beaucoup.